RMC. I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. L'After Russie 2018. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Nicolas Villas. Oh, wow, viva, ravi d'être avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. C'est l'After. C'est parti pour 2 heures de folie. Et ce fut une journée de folie. La France qualifiée pour les quarts du final de ce mondial. Victoire 4-3 cet après-midi face à l'Argentine. Match spectaculaire entre les Bleus et l'Albi Céleste. Et les Bleus qui joueront vendredi prochain à 16h face à l'Uruguay. L'Uruguay qui vient de se qualifier pour les quarts de finale. Succès 2-1 de l'Uruguay face au Portugal. Ce soir avec nous, Jérôme Roten. Bonsoir Jérôme. Salut Nico, salut à tous. Ça va Jérôme? Alors, en pleine forme, hein. Attends. Nous on y est en quart. Hein. Ça y est, c'est parti. Ah non, mais pas contre toi. Nous on est en quart. Il avait prévu qu'il chambrerait ce con. Mais non, pas du tout. Daniel Riolo également est avec nous. Bonsoir Daniel. Salut les amis. Jonathan Macardy également est avec nous. Bonsoir Jonathan Macardy. Salut tout le monde. Et alors, chose première chose du. Lui aussi, hein. Pájaro Canzani, il y est, lui aussi. Uruguayen. Ça faisait longtemps que je te voyais pas, Pájaro. Ça fait longtemps qu'on se voit pas. C'est vrai. Auteur, compositeur, interprète. Comment on doit te présenter, Pájaro? Et pour réduire, tu peux dire que je suis le compositeur de la chanson officielle de la Copa América de football. Bon, alors rien que ça. Voilà. Voilà, rien que ça. Et qui est du côté de Paris, uruguayen. Voilà, c'est un petit détail, oui. mais ça compte ce soir, Paris. Ça compte. Voilà. Qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Bon, vous avez vu, j'ai préparé une collection de nos pop. Je mets lequel du coup? Bah, la France. Moi, j'ai la France, j'ai le Portugal, j'ai un aux couleurs de l'Uruguay aussi, un bleu un peu pas très beau. Ce soir, faut mettre le bleu blanc rouge. Le bleu blanc rouge. Ouais. Allez, hop, c'est à parti. la limite, tu peux faire le dernier quart d'heure avec l'Uruguay. Mais en plus, t'as pas la bonne couleur pour l'Uruguay. Je l'ai pas, le bleu uruguayen, je l'ai pas. Le bleu céleste, je l'ai pas. Ça, c'est le bleu argentin, donc tu peux pas le mettre. Non, on fait le dernier quart d'heure avec le Portugal. Tu crois? Oui, comme un hommage pour les adultes. Un hommage Eh, les gars, le champion du monde entier sorti en phase de poule, le champion d'Europe sorti en huitième. Tu vas. Non, je te parle de l'Allemagne. Ouais. Ah d'accord. Non, écoute quand je parle. Pardon, excuse-moi. Voilà, c'est bon là. Il va bien celui-là. Celui-là il est bien. Ah ouais. Ah, voilà. Voilà. Là tu vas vibrer, je peux te dire. on dirait, Ah, tu crois? Ah ouais. Attends. Là c'est des on dirait émotions. Zavata, Là c'est des émotions. Voilà, sur BFM Sport pour voir les images. Bien entendu, la France qualifiée pour les quarts de finale de ce mondial. Griezmann a marqué le premier sur penalty. Pavard a marqué, doublé de Mbappé, Di Maria, Mercado ont marqué le Kun Agüero aussi pour l'Argentine. Et elle affrontera donc cette équipe de France, l'Uruguay, en quart de finale du mondial. Ça y est, on a vibré les gars. Enfin, non? Ah, oui. Enfin, j'ai envie de dire. C'était une sacrée journée aujourd'hui, hein. Ouais. On a vibré, c'était un match avec des scénarios de fou, hein, avec une équipe de France qui a bien maîtrisé son sujet en première mi-temps, s'est fait piéger en fin de première mi-temps, après de nouveau éliminé en début de deuxième, et puis après voilà, c'est ce qu'on appelle des matchs à élimination directe, cette adrénaline, ce rythme qui était complètement différent, mais on l'avait dit, hein, même si certains avaient des doutes, on avait dit que ce huitième de finale, dans tous les cas, le rythme sera différent, même avec la chaleur, comme quoi c'était pas une excuse sur les matchs de poule, et là ça a donné un match spectaculaire. Tous les amoureux du foot aiment ce genre de match. Voir 7 buts dans un match, c'est pas tous les jours qu'on le voit. Alors c'est vrai qu'on s'est souvent plaint du rythme du jeu de l'équipe de France. Est-ce que t'as vibré toi cet après-midi, Daniel? Ah oui, c'était incontestablement un très bon match. J'ai pas eu moi la sensation d'un quelconque contrôle de qui que ce soit, et c'est ça qui a donné la nature de ce match très débridé, en dehors du premier quart d'heure où effectivement pendant les premières minutes, pour la première fois, j'ai vu une équipe de France très au-dessus et en contrôle, et je me suis même dit, en plus après les 2 accélérations phénoménales de Mbappé, mais ce match est parti pour être facile, ce match est parti pour être une blague pour les Bleus, mais ça n'a duré qu'un quart d'heure, parce qu'après, même s'il n'en faisait rien de bon. Ah, c'est l'Uruguay. Non, c'est Tavares qui t'appelle. Cavani, peut-être, il te dit qu'il est blessé ou pas pour vendredi? Il m'a raconté qu'est-ce qu'il y a comme blessure. Ah bah oui, c'est important. Après, les Argentins ont quand même confisqué le ballon. Enfin, il y avait une sorte de 70-30 sur la fin de la première période où les Argentins, à défaut d'être transcendants, au moins essayaient de pousser et ont eu cet éclair de Di Maria juste avant la pause pour égaliser. Moi, ce que je pense de la deuxième période... Ce qui veut pas dire que tu t'es pas en contrôle quand même. C'est pas parce que tu prends... Je l'ai pas trouvé méga à l'aise. Après, le match a été un petit peu fou. Et ce qui a rendu le match fou, et je pense que paradoxalement ça a aidé les Bleus, c'est le deuxième but tout de suite des Argentins.
Et je pense que là, et en plus dans un match à élimination directe, on a vu quelque chose chez les Bleus, et Deschamps en a parlé à la fin de la rencontre en disant que cette équipe avait besoin de folie. Je pense qu'elle s'est débridée. Elle s'est dit, là, de toute façon, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on fasse autre chose que ce qu'on fait d'habitude, à savoir pas grand-chose, justement. Et là, d'un coup, il y a eu beaucoup d'intensité. Il y a eu de grosses prises de risques. Alors effectivement, aujourd'hui, tu avais un homme qui était au-dessus de tout le monde et qui a plané Mbappé, forcément. Mais tout le monde était au diapason derrière. Lui, il a brillé. Mais derrière, vraiment, au niveau intensité, ça a beaucoup donné. Même les Argentins, avec leurs limites, mais ils ont vraiment tout donné. Mais ça fait 4-3. C'est rarissime un match qui fait 4-3 quand même. Alors, on va revenir dans quelques instants sur la qualification de l'Uruguay, forcément, cette victoire 2-1 face au Portugal. T'as vu le match de l'équipe de France aussi? Bien sûr, évidemment. Et alors, t'as vibré toi aussi? Alors, est-ce que vous vous rappelez, les gars, des images de Pelé en Suède en 58? Qui reste le plus jeune buteur, avoir inscrit un doublé en Coupe du Monde. C'est incroyable parce que moi, j'ai vu dans l'attitude, dans les yeux de Mbappé, le Pelé, qui était la révélation de la Coupe du Monde et qui est devenu ce grand joueur. Et donc, je pense qu'on est devant une grande promesse du football et des prochaines années. Et je pense que lui, il a la capacité et la marge de progression pour confirmer. Je crois qu'on a découvert, enfin, nous, on le voit tous les week-ends ici, mais je pense qu'aujourd'hui, le monde qui ne voit pas le football français tous les week-ends a découvert un personnage qui va devenir très important. Et en même temps, vous le savez bien, le football, c'est une question de génération. Il y a des grandes stars qui n'ont pas eu la chance d'être bien entourées. Ça a été le cas de Platini, par exemple, qui aurait pu gagner une Coupe du Monde. Non, mais il était bien entouré. Il était bien entouré, quand même. Bien sûr, mais je veux dire, mais il n'est pas arrivé au bout pour gagner une Coupe du Monde. Et il y en a beaucoup il y en a beaucoup des très bons joueurs qui n'ont pas pu aller au bout. C'est le cas de Messi. Ce sera Messi, Cruyff non plus. Voilà, exactement. Donc c'est de ça que je parle. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France a fini avec la génération Messi. Et l'équipe de France a envoyé à la retraite la génération Messi aujourd'hui. Ouais, je sais pas si on peut parler comme ça. En tout cas, pour Kylian Mbappé, on a eu la confirmation qu'au niveau international, qui est donc le deuxième plus jeune joueur à avoir inscrit un doublé derrière Pelé en Coupe du Monde. Exactement. Moi, il a fait des choses. Alors sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir en équipe nationale comme ça. Déjà, il découvre, c'est sa première compétition, mais faire en huitième de finale dans un match où t'es à 2-2. Déjà t'es à 0-0, il fait cet éclair, cette percée incroyable, mais après c'est des enchaînements de fou. Son deuxième but, c'est celui-là le deuxième, quand il y a un renvoi, il enchaîne vite avec ce crochet dans l'espace. Il y a du monde devant lui, avoir la lucidité, la vitesse d'exécution de faire ce crochet. Non, lui c'est son premier celui-là. C'est son premier. Son deux. Il en met deux aujourd'hui. Ouais. Bien d'accord. Le deuxième c'est le décalage de Giroud. Ah oui, non, donc c'est le premier. Celui-là, bon, le décalage du Giroud, bon, c'est un face-à-face, il la met bien, il la met très bien. Il fait le bon appel et tout au bon moment. Giroud c'est un crochet un peu bizarre, le but que tu décris, parce que un crochet aussi long, enfin, c'est même pas un crochet, en fait, il se pousse la balle. Dans une surface de réparation qui puisse récupérer le ballon en le poussant au moins à c'est ça, il a une accélération sur les premiers mètres. En fait, c'est ça il en aura mis 2-3 là. C'est ça qui est incroyable et moi j'ai eu la chance de jouer avec des grands attaquants et c'est vrai que tu avais l'impression que dans la surface comme ça, dans des surfaces réduites où il y a du monde, ils trouvent toujours le temps de finir l'action avec des crochets longs, avec un crochet court et enchaînement à ils font toujours le bon geste. Et là, franchement, c'est un enchaînement de classe, mais de très très grande classe, quoi. Tiens, Jonathan, juste avant de t'écouter là-dessus à ce sujet, une petite info qui vient de tomber concernant Edinson Cavani, c'est Flavien Ziolkowski, l'un de nos chefs d'aide, qui nous fait remonter cette info. Il a parlé au micro de la FIFA, au bord des larmes. J'ai ressenti une pointe derrière la cuisse. On l'écoutera tout à l'heure. D'ailleurs, Edinson Cavani, ça sent pas bon. Il devrait être absent pour le quart de finale face à l'équipe de France. Ce sera vendredi. La France est en demi, alors. On va rester sur cette qualification de la France. Il est extraordinaire. 4-3 face à l'Argentine. On en reparlera tout à l'heure, Daniel. On l'écoutera très certainement d'ailleurs, Edinson Cavani. Tiens, Pajaro disait à l'instant, la France a peut-être envoyé à la retraite la génération Messi, Jonathan. Oui, de toute manière, maintenant, elle va avoir un grand coup de il y en a un qui l'a annoncé sa retraite, c'est Mascherano. Qui a donc commencé sa retraite pendant le mondial aussi. Mais c'est le symbole, en fait, de cette génération. Quand l'Argentine va à la Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde, en 2014, c'est lui qui porte l'équipe. C'est lui qui était vraiment le porte-étendard de cette génération avec Messi. Il annonce sa retraite. C'est vraiment un moment fort dans l'histoire de la sélection parce qu'il restera comme un des grands noms de la sélection argentine. Maintenant, je pense qu'il y a un grand coup de balai à mettre. Ça va être
être un petit peu compliqué parce que Sampaoli a un contrat qui court jusqu'en 2019 avec 9 millions de dollars à payer. On sait que la fédération n'a pas l'argent, donc va falloir surmonter ça. Mais avant toute chose, ce dont on parle beaucoup là-bas, tous les médias locaux, les passionnés parlent au pays, c'est non pas de l'état de la sélection, mais c'est que maintenant il faut se rendre compte que le football argentin est malade et que cette élimination piteuse en huitième de finale est symptomatique de ce football qui est malade depuis de nombreuses années. Donc ça commence par mettre de l'ordre dans la fédération, ça commence par remettre de l'ordre dans le championnat local qui marche sur la tête de par son organisation, de par la structure de ses clubs, de par les problèmes financiers de ces clubs-là. Le championnat local a une importance très forte pour la sélection parce qu'en quelque sorte c'est la pépinière. Il n'y a plus ces joueurs qui sont capables de prendre leur temps pour se développer dans leur club avant de franchir le pas en Europe et éviter de se perdre. Donc ça va falloir remédier à ce gros problème-là. Et je pense que le choix du prochain coach est primordial. Il y a une génération qui arrive qui est pas mal, avec des joueurs de talent. Je pense à Giovanni Simeone, Ascasibar, Mamana, Paredes. Il y a de quoi faire, mais il faudra pas se tromper pour le prochain sélectionneur. Et donc en quart de finale de Coupe du Monde, il y aura ni Messi ni Cristiano Ronaldo, les ballons d'or des 10 dernières années. C'est à signaler également. Par toi qui est uruguayen, c'est vraiment le joueur qui te fait le plus peur là pour le quart de finale vendredi face à la France? Non, c'est pas une question d'individualité. C'est la jeunesse, l'énergie et la conviction qu'a montré aujourd'hui l'équipe de France qui a fait la différence au-delà de la vitesse et de la technique. Je pense que c'est surtout ça. On a vu une équipe d'Argentine vieillissante qui avait du mal à gagner les duels dans tous les coins du terrain. Et on voyait aisément les Français passer les lignes et presque s'amuser par moments. Et c'est un très très bon signe pour l'équipe de France. Ça va être très dur pour l'Uruguay. Déjà parce que si on a... Pardon ? L'Uruguay a des qualités que l'Argentine n'a pas. Oui, et si on n'a pas Cavani, je pense que... Sans Cavani, pour moi, ça n'existe pas. Cavani est trop important dans cette équipe. On a une équipe à 60% de son potentiel. Exactement. Parce que Cavani, il est partout. C'est le meilleur défenseur. Il aide la défense, il est partout, c'est un leader. Moi, Cavani, c'est un mec qui imprègne un état d'esprit incroyable. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un super match avec la sélection. Là, il met un doublé, mais en phase d'éliminatoire, je suis désolé, il y a plein de matchs où il passe à côté, où il sort même, et où Suarez porte l'équipe. Donc, je veux bien que la perte de Cavani soit très compliquée. Je suis d'accord que tu perds. Mais regarde aujourd'hui, il défend, il est fort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Uruguay ne dépend pas de Cavani. Aujourd'hui, on l'a vu. Alors pas du tout. Mais alors vraiment, là, tu toujours le doigt dans l'œil. Tu les as vu jouer 3 fois et tu dis ça? Non, mais Daniel, c'est pas ça. Tu vas le remplacer par qui? Tu vas le remplacer en mettant un milieu de terrain en plus, en mettant Betancourt en 10, en mettant Suarez devant, et tu seras aussi solide. Tu auras très peu de solutions offensives. Tu auras très peu l'opportunité d'inquiéter la France. Tu risques de subir beaucoup. Regarde, même là, au bout d'un moment, quand les Portugais... Non, mais ils savent le subir. Au bout d'un moment, tu vas pas faire 90 minutes dans ta surface. Mais ils savent très bien le faire. Ouais, à 0-0 donc. Ils savent très bien le faire, et puis... Et donc, tu fais quoi? Tu vas jusqu'au pénalty? Non, je veux dire, c'est que Suarez devant. Mais tu peux pas dire que l'absence de Cavani est pas un truc énorme. Je te dis pas ça. Mais toi, tu dis que sans Cavani, c'est foutu. Non, je suis pas d'accord. Moi, je dis que Cavani, à partir du moment où ne pas l'avoir, c'est compliqué, mais c'est pas, ça a rien à voir. De 100%, tu passes à 60%, 70%, t'es très emmerdé quand même. Je pense que l'Uruguay peut quand même sortir un match des combats devant la France. Ça, oui. Et ça peut se jouer à très peu de choses. Mais ça se jouera à très peu de choses. De toute façon, je vois pas l'Uruguay complètement céder défensivement. Non, pas du tout. Je vois pas l'Uruguay prendre. Alors après, c'est sur des matchs de folie, en effet, il peut toujours se passer des choses. Mais aujourd'hui, c'est difficile de croire que l'équipe de France va mettre 4 buts à l'Uruguay. Oui. Voilà, justement, côté mental, je pense que l'Uruguay a quand même un chouïa de plus que l'équipe de France. Mais c'est sûr, c'est dans les gènes. En fait, t'as employé le mot plusieurs fois, et c'est vrai que c'est la vérité sur ces matchs à élimination directe. Et sur ces grands matchs, parce que des grands matchs, il n'y en a pas tout le temps quand on joue au football. Il n'y a pas des matchs tout le temps où tu dois être capable de transcender, d'amener cette folie, comme disait Daniel. Et c'est vrai que c'était le match où il fallait le faire. Il fallait montrer de la personnalité, du caractère, beaucoup plus que ce qu'on avait montré sur les matchs de poule. Et on peut comprendre aujourd'hui que sur les matchs de poule, il y a eu beaucoup de gestion de la part de l'équipe de France. Je ne dis pas que c'est bien, parce que ça nous a emmerdés pour la plupart à regarder les matchs, surtout le dernier contre le Danemark. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, et j'avais des doutes après ces 3 matchs quand même, c'était cette façon de se regarder dans les yeux, de se dire, oh les gars, maintenant on va y aller ensemble, et toutes les discussions d'après-match, les déclarations des joueurs, ça a été dans ce sens-là. C'est collectivement, on a été costaud, solide. Il y a des joueurs qui ont montré l'exemple.
Hernandez sur le côté gauche, Pogba au milieu, Mbappé devant. Voilà, pour moi, c'est les trois. Je parle pas de Kanté parce que Kanté, il est habitué dans ce rôle de travail de l'ombre, mais ces trois joueurs ont montré une débauche d'énergie qu'ils font pas tout le temps, et je pense que en effet ils ont amené cette folie qui est nécessaire. Et pour passer encore le quart de finale contre l'Uruguay, il faudra continuer dans cette folie avec plus d'individualité qui se transcendent. Hein? Juste entre nous, on peut se faire un petit pari. Ah ouais, moi je. Vas-y, c'est quoi le pari là? Moi je dis qu'il joue. Moi je pense pas. Toi tu dis qu'il bluffe? Ah non, moi je pense qu'il jouera pas. Un déj, un dîner? Allez, c'est parti, c'est banco, sous vos yeux à vous. Il jouera pas. Ouais, mais alors attends, est-ce qu'il joue, et s'il sort au bout de 20 minutes, tu dis quoi? Tu pars alors. Il joue pas, Cavani. D'accord. Il est au coup d'envoi. Moi, je pense qu'il va pas faire n'importe quoi. C'est un gars qui a la tête sur les épaules. La façon dont il est sorti aussi, ça montre qu'il voulait pas risquer. Tu le connais bien, hein, toi, Cavani. Tu connais bien Cavani et toi, Paralo. Une blessure comme ça, on peut pas faire 3 pas de plus. Ça, c'est très compliqué. Ah, le mollet, quand ça, ça fait très très mal. Et Cavani, c'est un exemple de joueur. Tu sais, c'est un type exemplaire à tous les niveaux, au niveau humain. Et on pourrait parler des heures de Cavani. Et moi, j'étais très heureux quand j'ai vu que les deux gars de Salto, la ville de Salto, ils sont nés d'une ville qui est juste à côté de ma ville, sur le fleuve Uruguay. Ça faisait longtemps qu'ils ne se retrouvaient pas comme ça sur un terrain. C'est vrai que le premier but, c'est la passe de Suarez pour la tête, la joue de Cavani d'ailleurs, parce qu'il a mis de la joue. C'est rare, c'est vrai que je pense que les matchs où les deux ont été bons en même temps se comptent sur les doigts d'une main. Tiens, revenons à l'équipe de France, s'il vous plaît, les gars, qui affrontera donc l'Uruguay. Ce sera vendredi prochain à 16h à Nizhny Novgorod, le quart de finale entre la France et l'Uruguay. On vous posait la question, est-ce que vous êtes réconciliés avec cette équipe de France? Est-ce que vous avez vibré? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? S'il y a une chose que vous avez moins aimé cet après-midi, c'est quoi? Est-ce que c'est la défense comme beaucoup? Mais c'est les deux défenses. En fait, le match, si on regarde le match avec l'émotion, c'est vrai que c'était un match qui était super à suivre. Mais quand tu regardes tactiquement, défensivement, les deux équipes, c'était une catastrophe. Mais je regardais une stat, juste, ça veut dire ce que ça veut dire, mais l'équipe de France n'avait pas encaissé 3 buts en Coupe du Monde depuis la petite finale de 82. La défaite 3-2 face à la Pologne. C'est difficile de dire qu'aujourd'hui t'as pas aimé un truc chez les Bleus, parce que elle a toujours les mêmes limites, cette équipe. Ça veut dire que elle, à la base, elle est pas là pour produire le jeu, elle est là pour attendre. Même contre une équipe comme l'Argentine qui est pas fantastique, elle laisse le ballon. Ça, c'est un choix. Après tout, il n'y a pas à reprocher ça à l'équipe de France. De toute façon, on sait bien qu'elle fait comme ça. Mais comme elle a réussi à parfaitement exploiter les espaces qu'on lui a laissés, si derrière elle a pris des buts, dire que c'est à cause d'une mauvaise défense, j'ai un petit peu de mal, parce que je vois pas en quoi Varane ou Titi, les autres. Dans l'organisation défensive. Ouais, mais à partir du moment où t'es capable de... Alors moi, je préférerais toujours le déséquilibre qui va te permettre de prendre des risques, de te lâcher enfin pour aller marquer, même si t'en encaisses, et de gagner un match comme ça, plutôt, parce qu'on peut pas dire... Mais c'était pas du déséquilibre défensif, c'était des erreurs grossières. Ouais, ok, mais on va pas dire pendant 6 mois, l'équipe de France, elle fait chier tout le monde, parce qu'elle gagne 1-0, avec en attendant l'éclair de génie d'un mec qui accélère, et derrière il joue à 7. Ça va, je vais pas aujourd'hui qu'il y a un 4-3 que j'ai vu, ce que j'ai vu là, dire l'équipe de France a fait des erreurs et tout. Moi, je veux qu'ils mettent cette folie. Maintenant, est-ce que cette folie, elle est venue, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ont été menés 2-1? Certainement, mais est-ce que ça peut leur permettre de se libérer même pour la suite de la compète? Je l'espère. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de France, je trouve que c'est super positif, a passé à un autre palier. Il est à un autre niveau. Ce n'est plus l'équipe de France qui jouait les 3 premiers matchs, c'est autre chose. Et on le voit, la performance de Pavard, par exemple, ça a été impressionnant, parce qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Et en plus, il a la chance de marquer. Mais Pavard, à part son but, il est pas bon. Non, Pavard, il est défensivement, il a eu du mal. En fait, ce qui est énorme avec Pavard sur son match, c'est qu'il est fautif sur les 2 buts. Il est vraiment fautif directement sur les 2 buts argentins, et c'est la réaction qu'il a. Non, je parle de la façon d'aller en avant. Et je pense que je pense que l'équipe de France, s'il veut aller loin dans la compétition, elle doit avoir la conviction que toutes les balles qui sont à gagner sont gagnables.
toutes les balles. C'est avoir du caractère. Il y a des moments où on a manqué de guerriers sur le terrain. Et la Coupe du Monde, c'est ça, hein, à partir du moment où c'est à mourir, les mata-mata, comme on dit en Amérique du Sud, à partir du moment où tu es dans la lutte à mort, c'est à mort. C'est-à-dire que la moindre erreur, t'as pas le droit de jouer la Coupe du Monde et laisser Di Maria tout seul pendant 1 minute à attendre que la passe lui arrive. C'est vrai. Ces erreurs-là, faut les corriger. Tu n'as pas le droit de faire ça. Faut les corriger. Si tu veux gagner la Coupe du Monde, tu peux pas faire ça. Mais c'est vrai que c'est un coup franc sans mur. T'as raison dans ce que tu dis, dans un sens que ce match est fondateur pour l'équipe de France parce que ce genre d'erreur. Est-ce que c'est le fameux, alors c'est l'expression un peu à la con, mais c'est le fameux match référence qu'on attendait depuis temps ou pas? Mais pour l'équipe de France sur ces derniers mois, évidemment. C'est même pas. Attention. Non mais attends, il faut pas oublier certains matchs qui se sont passés parce que tu sais, j'ai l'impression qu'on a la mémoire courte. Des fois, on me sort des matchs références il y a 6-7 ans. Je me dis Et c'est quoi l'autre match référence? Il y a eu un Euro, non? Il y a eu un Euro. On a été en finale. Contre l'Allemagne, c'est quoi ta référence? À part le match de l'Allemagne, mais c'est un match référence. Le scénario est pas le même. Parce que là, tu te fais mener, c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a une équipe. Mais le scénario est pas différent. On est les champions du monde. Vous voulez quoi? Bien sûr, c'est un match fondateur pour cette équipe. Après, on perd en finale, peu importe. Mais c'est un match important. Ça donne confiance à certains joueurs. Ce qui est différent, c'est qu'il y a une équipe. On était tous d'accord pour dire que c'était une équipe qui était jeune. On se demandait ce qu'elle avait dans le froc. Et puis là, sur le scénario du match, tu te retrouves mené avec des erreurs individuelles. Et je pense que la prestation de Pavard, c'est un peu le symbole de ce qui s'est passé dans cette équipe. Il est fautif sur les 2 buts, il se rattrape et c'est la réaction qui est belle. Et c'est ça qui est fondateur. C'est la réaction, le caractère qui a été montré à l'image de la prestation d'Hernandez. Messieurs, lors du quart de finale vendredi, il n'y aura pas Blaise Matuidi parce que Blaise Matuidi sera suspendu. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France? Non, pour Didier Deschamps oui, parce que c'est un choix de moins, mais vu que ça sera un match différent avec une équipe différente en face qui va être avec, on le disait, avec un bloc bas mieux structuré, plus regroupé, peut-être que dans le milieu de terrain t'auras la possession de la balle. Les joueurs français n'aiment pas forcément ça, mais il faudra bien qu'il y ait une équipe qui l'ait plus que l'autre. Je pense que les Français sont capables, et dans ces cas-là, si on l'a plus, il faut remettre de la qualité technique dans le milieu de terrain. Je pense que aujourd'hui on a eu la plus belle journée de la Coupe du Monde. Ouais, en termes de match, je ne sais pas si dans les 6 matchs qui manquent, on va avoir autant de niveaux et de foot qu'on a vu aujourd'hui. Ah ouais, j'espère. Griezmann a beaucoup bossé, et Griezmann, on l'a pas dit, mais a fait quelque chose que je l'ai pas souvent vu faire par ailleurs, c'est parler sur le terrain. Regarder ses coéquipiers, assumer une sorte de personnalité un peu différente de ce qu'il est, à savoir plutôt introverti. Je l'ai trouvé presque un peu patron. Et ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. Peut-être qu'un nouveau Griezmann en équipe de France arrive, j'en sais rien. En tout cas, je trouve qu'il monte petit à petit. Il n'a pas été bon jusque-là. Et il doit encore monter. Parce que pour gagner la Coupe du Monde, il faudra que Griezmann soit meilleur qu'il a été aujourd'hui. Il y a un autre truc, Karim, dans les choses positives aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure sur BFM. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle de l'équipe de France depuis tout à l'heure et qu'il y a le nom d'un joueur qui n'a pas été mentionné? Lucas Hernandez. Non, Kanté. Ah oui, ok. Kanté, mais il y a pas de c'est tellement c'est devenu une évidence. Tu sais pourquoi? On ne parlait que de lui parce que c'était lui le meilleur. Et comme je dis dans ma théorie depuis des années dans l'after ici, je dis à chaque fois que vous direz que le meilleur de l'équipe c'est le 6, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle. Sur BFM, on a analysé le match à chaud après. On a mis 38 minutes à parler de Kanté. Alors qu'avant c'était le nom qui arrivait tout de suite. Tu veux gagner la Coupe du Monde, c'est tes joueurs offensifs, c'est ceux qui brillent, c'est ceux qui vont marquer. Dont tu vas parler. Kanté, c'est très bien s'il est 2e, 3e dans ta hiérarchie. Et Kanté a encore fait un très bon match. Pájaro, c'est un surnom, Pájaro. Ouais. Ça veut dire oiseau. Ça veut dire oiseau. Pourquoi Pájaro? On m'appelle oiseau depuis tout jeune. Pour la voix. Et pour la voix, parce que je chantais tout le temps sans arrêt, etc. En Amérique du Sud, il y a souvent des surnoms en Amérique du Sud. Tout le monde a un surnom en Amérique du Sud. Ah, c'est beau, moi j'aime bien. Ouais. Comment, t'avais pas de surnom toi quand t'étais joueur, tout ça, non? À Oran, oui. Vas-y. Mais bon, on va allonger mon prénom. Mais là-bas, c'est connu, Oran, c'est Alidou, qui veut dire le petit Ali, quoi. Ouais. Mais c'est à Oran. Et toi, Jonathan? Moi, le casseur. Non, le casseur. J'avais un surnom, quand j'avais de la boxe, on m'appelait le boucher. The Butcher.
Non, mais vraiment, The Butcher, parce que j'avais une technique un petit peu rudimentaire. The Butcher, ouais. On a évoqué l'Uruguay, qui a donc battu et éliminé ce soir le champion d'Europe en titre, le Portugal. Victoire 2, on le rappelle, de l'Uruguay, qui jouera vendredi face à la France. Trop abattu, tu veux que je te dise franchement? Non, il est mal. Moi, je te dis que c'est intérieur. Tu les as trouvé comment les Portugais face à l'Uruguay? Ah, mais je pense que c'est pareil que l'Argentine, c'est une équipe vieillissante qui a besoin de changer de coach. Et il faut trouver des jeunes. Mais il y en a quelques-uns là qui arrivent. Tout à l'heure, on a parlé de l'Argentine. Jonathan nous disait mais là pour Pep, Fonte. Il y a un paquet. Ils vont continuer. Il y a énormément de problèmes autour du football portugais. Donc ils se préparent des compètes difficiles, même le prochain Euro. Tu sais que le Portugal, les clubs, puisque souvent le foot portugais a été porté par ces clubs plus que par la sélection. La saison dernière, il y a eu aucun club en quart de finale de Coupe d'Europe. C'était pas arrivé depuis 15 ans pour les clubs portugais. Donc il y a des indices comme ça qui sont que les temps vont être durs. Je sais pas s'ils vont être durs parce que il faut trouver une charnière centrale. Alors c'est surtout ça, parce que tu parlais de la nouvelle génération, mais regarde, ce soir, t'as Ricardo Pereira à droite. Je vous rappelle que Cancelo, qui vient de signer à la Juve pour moins de 40 millions d'euros, n'est pas à l'Euro, n'a pas été convoqué. Il y a Nelson Semedo qui est au Barça, qui était pas là. La charnière, il y a le jeune Ruben Dias, mais c'est vrai que c'est peut-être le poste où il y a le moins de joueurs. Il y a Bernardo Silva, il y a Gonçalo Guedes, qui a eu du mal à s'affirmer, qui est un peu tendre encore effectivement, mais il y a quand même des joueurs qui commencent à arriver. Il faut changer il faut vraiment qu'ils confirment. Non, il faut amener un nouveau coach. Et il attaque avec la nouvelle génération. C'est surtout ça, moi je suis curieux de voir. C'est ce qu'il faut. Après, sur le match de ce soir, il faut dire que le scénario est idéal pour l'Uruguay. À partir du moment où l'Uruguay mène 1-0, j'étais déjà très surpris que le Portugal, et ça aurait pu être n'importe quelle équipe, arrive à égaliser. Et surtout sur cette phase de jeu là. Exactement. Une phase de jeu. D'ailleurs, Godin n'est pas bon. Il fait n'importe quoi sur le corner. Il se soucie de Ronaldo qui va pousser dans le dos. Exact. Et c'est très bizarre pour lui. Premier but encaissé, c'est une vraie déception. Premier but encaissé par l'Uruguay en 2018. Non, mais même sur ce genre de phase de jeu là, centre et tête, l'Uruguay d'habitude, c'est des tours de contrôle. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le scénario avait vraiment pas été facile pour le Portugal. C'était le scénario idéal pour l'Uruguay. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas tout qui a acheté. Il y a quand même des joueurs de qualité. Cédric, Rafael Guerreiro. Il a même pas joué, Cédric. Non mais aujourd'hui c'était Ricardo justement. On peut citer comme étant un bon joueur. Il y a quand même un réservoir de bons joueurs qui sont pas si vieillis que ça. Après moi il y a des joueurs, je t'avoue, il y en a un notamment. Très franchement, je comprends pas où il joue. Jean-Marie. Ah ouais, Jean-Marie, moi je sais que je suis pas le seul. On en parlait pendant le match avec Pierre Ducrot et Laure lui-même ne sait pas. Il y a pas mal de supporters du Portugal. Il a eu une saison qui a été assez compliquée lui aussi. Mais c'est vrai que c'est un joueur, j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi il joue dans ce couloir. Enfin, il a l'air complètement perdu. Et pareil, Richard Carême, ça va être la fin aussi. Il va pas. Carême, oui, c'était son premier mondial. Mais par contre, pour en revenir à l'Uruguay, on dit c'est le scénario. Mais c'est pas spécialement le scénario. C'est l'Uruguay qui fait en sorte tout le temps dans ses matchs. Ils sont meilleurs, vraiment, sans discussion. D'être comme ça, ils sont organisés, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. Et quand on dit mais c'est le scénario idéal pour non, mais c'est l'Uruguay qui fait en sorte, en général, d'être compact, de pas prendre de but, et par contre d'être tranchant offensivement. Quand ça attaque à 400%. Ça attaque pas à moitié. Et quand ça défend, c'est exactement la même chose. Quand t'as une équipe comme ça, où ça coulisse bien, où tout est bien fait, automatiquement, si t'es pas vraiment une très bonne équipe, tu passes pas. Et pour ceux qui probablement tout à l'heure d'ailleurs tu faisais allusion dans les surnoms, il est vrai que moi je défends toujours les équipes qui attaquent, le beau jeu, les équipes offensives, et celles qui ont par nature cette volonté de défendre me plaisent moins. Jérôme, avant qu'il parte, on en parlait ensemble. Et il me disait mais pourquoi l'Uruguay te plaît comme l'Atlético peut te plaire et tout. Mais il y a des nuances. Une défense comme le bloc que peut faire par exemple l'Islande, ça m'intéresse pas du tout. Non. Ce que fait l'Uruguay, c'est pas pareil. C'est une intensité, et c'est comme fait l'Atlético. Dans les duels. Dans les duels, dans les phases de transition. Et quand on ressort le ballon, comme a pu faire l'Italie à une certaine époque, c'est avec de la technique. Et très on ressort avec, les défenseurs peuvent être techniques, on essaye de sortir propre avec des bons ballons, ou parfois s'il faut balancer, on balance, mais c'est cette intensité qui fait que ce soir l'Uruguay court par exemple 106 ou 107 km, c'est-à-dire que ils sont présents au moins, donc ils te donnent une envie d'être derrière eux. Uruguayo campeones de América y del mundo. Ça, c'est l'hymne qui chante le début du football mondial quand l'Uruguay dominait. Dans les années 30? Dans les années... Non, c'était... les JO en 1924, les JO à Colombes, et en 28 à Amsterdam. Et donc, ce sont ces deux victoires qui font que la FIFA propose à la création de la Coupe du Monde, propose à l'Uruguay
d'organiser la Coupe du Monde. Et c'est à ce moment-là que les Anglais, créateurs officiels du jeu, refusent d'aller jouer en Uruguay. Ah, ils étaient jaloux. Voilà, ils refusent de participer. D'ailleurs, il y a 4 étoiles sur le maillot de l'Uruguay. Voilà, et donc l'Uruguay gagne la finale contre l'Argentine, 4-2, au Stadio Centenario, mythique Stadio Centenario. Et ensuite, en 1950, encore plus fort, ils battent le Brésil au Brésil. Le fameux Maracanazo, la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, au Brésil, devant 200 000 personnes. Moi, je disais, regarde, moi j'ai des potes au Portugal qui me disaient aujourd'hui, j'ai au téléphone, qui voyaient bien un quart de finale Messi-Ronaldo. Et ben voilà, tu vois, ils ont eu tout faux. Hein. C'est ni Messi ni Ronaldo. Le problème, c'est que Ronaldo, bon, voilà, c'est un super joueur, on sait tous sa valeur. Le problème, c'est qu'il a traversé la Coupe du Monde, à part le premier match, un peu comme un fantôme. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Je veux dire, quand il est bon, il est bon. Quand il est pas bon, faut dire qu'il est pas bon. Ronaldo a été l'homme d'un match, le premier de cette compète. Ça a été exceptionnel. Tiens, il y a une autre stat également qui se vérifie. On parlait de l'élimination de Cristiano Ronaldo, il y a celle de Messi également. Vous savez que c'est 2 joueurs qui n'ont jamais marqué en match à élimination directe en Coupe du Monde. Messi, ça fait 8 apparitions, il a jamais marqué. Et Ronaldo, c'est sa 6e apparition en match à élimination directe en Coupe du Monde, il a jamais marqué non plus. Autant en Ligue des Champions, ils sont hyper prolifiques les deux. 60 buts pour Ronaldo, 40 pour Messi en Ligue des Champions, en match à élimination directe là aussi. Ils jouent également dans des très bonnes équipes de clubs. Il y a ça aussi qui joue effectivement. Par contre, la statistique qu'il faudrait chercher pour l'Uruguay, c'est entre l'Uruguay avec Cavani et Suarez et l'Uruguay sans Cavani. L'After Russie 2018. Tu me prenais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. L'After bien sûr est sur RMC, l'After est sur BFM Sport, l'After est sur rmcsport.fr. Il est 22h47, on devait démarrer à 22h mais prolongation, tir au but ce soir et nous voilà donc avec toute l'équipe là, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Danemark-Croatie a été le match le plus chiant des 4/8e qu'on a vu, messieurs. Ah non, Russie-Espagne était bien plus chiant. Ah non, moi j'ai trouvé que celui-là était plus chiant. Parce que Russie-Espagne, tu avais une espèce je ne suis pas d'accord. T'avais une espèce de dramaturgie supérieure liée à l'Espagne. Ah, écoute, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai vu plus de gestes techniques dans l'autre match. Enfin, je sais pas. Je trouvais que celui-là était plus chiant, moi. Bah, écoute, voilà, franchement, on va pas se battre à savoir quel est le plus moche, hein, parce que dans la mocheté, on va. C'était les deux plus moches, en tout cas. Les débats sur la mocheté, on va les laisser aux autres. En tout cas, on a quand même échappé à Russie-Danemark en quart, donc à Russie ou Danemark en demi d'une Coupe du Monde. Ça aurait presque pas fait vraiment sérieux pour une Coupe du Monde et la qualité du jeu que proposent ces équipes et la qualité des joueurs qui sont dans ces équipes-là. Même si la Croatie ce soir, il faut quand même être honnête, a pas fait un gros match, loin de là. Et je dis ça parce que la Croatie, on espère toujours qu'ils nous proposent mieux. Bon, on les et a parce vus qu'il y a meilleurs des au joueurs, premier tour. Hein. Et puis parce qu'il y a des joueurs quand même de classe un peu plus élevée que au Danemark. Mais ce soir, juste sur le match de ce soir, si le Danemark était passé, ça aurait pas été du vol, hein, parce que ils ont la deuxième mi-temps, ils sont pas mal les Danois, ils sont mieux en tout cas. Après, certes, j'aime pas trop le style et à part Eriksen, il n'y a pas vraiment de joueurs qui me font triper dans cette équipe. Donc, je préfère, comme tout amateur de jeu, que ce soit la Croatie, mais uniquement sur la valeur absolue, parce que sur le match de ce soir, c'était quand même très très équilibré. Mais comme tu dis, on s'est ennuyé dans les 2 matchs de l'après-midi. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même une majorité de gens qui regrettent Russie-Danemark, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont éclatés devant le jeu proposé par la Russie, qui trouvent ça absolument formidable, ce qu'ils ont fait pour sortir l'Espagne, que je pense qu'ils regrettent. Russie-Danemark aura eu beaucoup de succès en France auprès de tous ceux qui aiment ce genre de tactique, comme l'Islande, qu'on avait encensé aussi, comme la Russie aujourd'hui, tous ces gens qui majoritairement ont trouvé la Russie extraordinaire. Je pense que ce soir se taille les veines à l'idée d'avoir raté Russie-Danemark en demi, qui aurait fait une audience de dingue. Il y a tant de gens que ça qui ont trouvé la Russie extraordinaire. Ah, bien sûr, monsieur. Si. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas lu comme commentaire. Non mais où ça, Daniel? Je vois que tu me dis qu'est-ce que j'ai pas lu, qu'est-ce que j'ai pas entendu. Mais où, qui? Il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux, les réactions que tu peux lire même toi. Il y a beaucoup de gens qui adorent, tous ceux qui préfèrent le résultat au jeu, tous ceux qui Moi j'ai surtout vu des déçus. Tous ceux qui ont cette phrase à la bouche.
2 points, ouvrez les guillemets. On va parler de l'Espagne et de la Russie après. Avec leurs armes. Mais ça, tu sais que c'est totalement français de vouloir le gros qui sort. Ah, ça, l'esprit médiocre à la française, ça, je t'assure que je le connais depuis très longtemps dans le football. C'est le cas en Coupe de France toute l'année, Daniel. Ah, mais c'est ce qui est d'ailleurs la quintessence de l'esprit de notre foot. C'est pour ça que notre Ligue 1 est à ce niveau, qu'on a gagné que 2 Coupes d'Europe et que une fois tous les 10 ans, on s'accroche à notre équipe de France, mais pas plus. Une fois tous les 10 ans, c'est bien. C'est notre mentalité, ça. On adore ça. Bonsoir, j'ai perdu 20 kilos. Carrément? Je suis tout sec. C'est dingue. Je suis aussi fébrile que l'équipe, quoi. Mentalement aussi fébrile. Comment t'expliques qu'ils aient eu tant de mal ce soir, là? Bah, écoute, c'est fébrilité mentale. Le Danemark, c'est un super bloc. Bah oui, mais non, mais individuellement, Rakitic par exemple, t'as l'impression qu'il a traversé le match, on l'a pas vu. Parce que les mecs au milieu, ils te foutent une grosse pression, c'est très physique. Ils sont pas simples à jouer. Les Danois, c'est rarement une équipe qui prend des tôles. C'est toujours un peu costaud. Nicolas. Oui, mais je sais pas. Moi, j'ai vu des gens avec des gens. Oula, on t'entend pas bien. Il y avait c'était des intentions de poussin, je sais pas si c'est la mémoire collective du groupe qui fait ça et l'Euro 2016 qui était en tête et la comparaison sans cesse avec Croatie. Parce qu'à l'Euro, ils se font sortir par le Portugal c'est l'écart. Non, oui, on en parle tout le temps, mais enfin ce match pas beau quoi, match fermé. C'est en 8e qu'ils se font sortir par le Portugal. Oui, c'est ça, ouais. À la première. Bref. 1-0. Oui, c'était 117e, je crois, il me semble. Non, mais c'était je sais pas, Enfin attends, là t'as quand même une opportunité d'aller en demi-finale une nouvelle fois pour la Croatie. Non, mais attends, il y a la Russie. La Russie, ça va être le même style de jeu que le Danemark, ça va être ultra fermé. Ils vont tous se fermer, ils vont tous se mettre derrière. Et ils ont peut-être même plus d'armes en attaque que les Danois. Ouais, mais maintenant la Russie, il y aura une sorte de sentiment déjà de devoir accompli, d'être en quart. Ouais, mais on disait ça pour les 8e. Moi, je vais te dire, je me place dans la tête des joueurs croates. C'est vrai que sur la deuxième mi-temps et sur les prolongations, tu sens que ça se joue dans les têtes, en fait. Les mecs, ils doutent de quoi? En effet, je pense qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé en 8e de finale de l'Euro, après avoir dominé les poules. Ils se rappellent aussi que depuis 98, ils ont jamais gagné un match à élimination directe. C'est ça. Donc, forcément, tout ça rabâché avant le match et tout, attention, méfiez-vous et tout, en fait après ça te rattrape dans l'esprit et tu déjoues. Ils ont déjoué sur la deuxième mi-temps, c'est même pas un problème physique pour moi, c'est un problème mental. Et là le fait d'avoir gagné dans la douleur au penalty, alors que je pense que après le penalty de Modric raté dans le match, ils pensaient passer à la trappe. Ouais, mais puisque tu parlais de mental, après avoir raté ce péno, dans la séance des tirs au but sans sortir, je pense que tout ça va leur faire Modric, il a quand même les couilles d'y retourner. Daniel, tu me coupes juste à ce moment-là, c'est que, juste pour finir, mais je pense que, mine de rien, le fait d'avoir gagné dans la douleur comme ça à la séance de tir au but, là, ils sont décomplexés. Et que même face à un bloc, parce qu'ils vont avoir un bloc du même style, la Russie même pire, ils passeront le cap, tu verras. Daniel de dictateur du beau jeu. PSG Classe qui dit Daniel, arrête avec ta dictature du beau jeu. Il y en a d'autres qui disent le foot c'est différents styles, comme par exemple Cédric qui nous dit parfois gagner moche c'est aussi gagner. Alors, on va essayer de répondre parce que c'est à chaque fois ce combat, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est là à parler foot aujourd'hui? Pourquoi à ton âge tu démarrais une carrière de dictateur? À faire mais moi je veux bien l'assumer. Tu dirais bien dictateur? Dictateur c'est un bien gros mot, je vais dire défenseur quoi. J'ai envie de défendre et j'ai toujours défendu cette cause. Très bien, mais au contraire. Dictature éclairée du beau jeu. Je l'assume. Si c'est être dans le camp de Cruyff, de Zidane, de Guardiola, de tous ces mecs-là, il y a aucun problème. Donc, tu peux me rajouter aussi. Le développement. Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Non, mais va pas chercher plus loin. T'es en face de toi. Toi, t'as commencé à quel âge t'as commencé le foot, toi, Jérôme? À 4 ans et demi. Ok. J'étais déjà très bon. Quelles étaient tes équipes de référence et tes joueurs préférés? Platini. Ouais, Maradona. D'autres, voilà. Ok, très bien. Mais moi c'est. Toi, à quel âge t'as commencé à t'intéresser au foot? 5-6 ans. Ok, c'était qui tes joueurs quand t'étais gamin? Eusebio, William Poignet. Non. Non, c'était qui tes premières idoles? C'est qui il a le droit, attends, laisse-le. Le rouge, je le kiffais. Bon, vas-y, c'était qui tes premières idoles? Platini, attends. Voilà. Les premières équipes dont t'as entendu parler, les posters qu'on collait dans la chambre quand on était môme, Brésil, Pays-Bas, ces grandes équipes-là. Non, moi c'est Strasbourg, moi. Le jeu, on est d'accord? PSG, moi. Ok, c'est le jeu qui nous réunit, qui fait que les gamins vont au foot.
Pourquoi aujourd'hui il y a autant de gens qui sont prêts à venir me faire chier parce que je le dis, ils me font chier, ils me gaffent tous ces mecs qui viennent m'agresser sur les réseaux sociaux. Tu pourrais dire ils m'embêtent. Mais non, ils me font chier. Ton langage outrancier ne sert pas ta pensée, mon cher ami. Mon cher dictateur éclairé. C'est pas très outrancier, faire chier. Ça l'est un petit peu tout de même. C'est quoi, tu veux dire quoi? Ça m'embête? Oui. Ouais, mais quand c'est plus fort que ça m'embête. Il me gave. Ça m'exaspère. Voilà, très bien. Pourquoi ces gens-là viennent m'exaspérer sur ce thème alors qu'eux-mêmes n'iraient pas au stade voir une équipe qui bétonne, les fameux soi-disant styles de jeu, les armes et les moyens et les machins. Les audiences sont nulles sur ces matchs-là. Ça n'intéresse personne. Leurs idoles quand ils étaient gamins, ce pourquoi leurs mômes ou eux-mêmes vont s'inscrire dans les clubs de foot, c'est pour les joueurs, c'est pour Zidane, c'est Platini, c'est Maradona, c'est toutes ces grandes équipes. Qu'est-ce qu'ils viennent nous les briser avec leur mentalité débile sur il y a différents styles de jeu et tout. Mais dites ce que vous aimez et après on parlera de tous les différents styles de jeu. Et puis dans les différents styles de jeu, moi je préfère qu'on défende comme l'Uruguay, ça me plaît, comme l'Atlético avec du cas, mais pas avec des blocs compacts où il y a rien, où l'attaquant de l'équipe il sait même pas jouer avec les pieds, il joue qu'avec la tête. Bon, non mais souffle. Et franchement, mais de quoi on parle? Mais pourquoi ces mecs-là viennent à ce point m'exaspérer? Juste pour m'attaquer. Mais réfléchissez 2 minutes. Non, mais je vous demande de réfléchir. Ils sont peut-être maladroits dans la passion. Non, mais ils sont réfléchissez à votre passion. Daniel, ils sont à ce que vous aimez. Ils sont peut-être maladroits dans la façon. Faites taire ce dictateur. Non, ils préfèrent une fan marche, une fan belle. Ils préfèrent un bon repas ou un McDo pourri. Mais réfléchissez. Essayez d'être exigeant dans la vie. Vous arrivez pas à vous comprendre et c'est pour ça que. Mais c'est eux qui comprennent pas. En fait, c'est eux, ils disent. Jérôme. Pour avoir un résultat, aujourd'hui, eux, ils fonctionnent comme ça. Pour avoir un résultat. Mais 90% des équipes qui ont des résultats, elles jouent bien, Jérôme. Laisse-moi finir. C'est une réalité. C'est un dictateur, il peut t'envoyer en tôle. On est d'accord. Moi, écoute. Je créerais la tôle du foot, ouais. J'en mettrais un paquet de temps. Là, franchement, je te rejoins. Ce que je veux dire, moi, j'ai fait 17 ans au niveau pro. À chaque année, quand on jouait bien, on avait plus de chances de finir haut dans le classement que quand on jouait mal. Merci de le dire, Jérôme. C'est la vérité. Je vais me lever, je vais t'embrasser. Oh non. Parlons plutôt de ce qui est en train de se passer en Espagne et en Allemagne, de ce jeu de possession qui est un virage et qui aujourd'hui signifie plutôt ne plus trouver de solution et perdre les matchs quand tu joues comme ça. Ça, c'est des débats intéressants. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Parce que dans cette équipe, il y a quand même des mecs qui, il y a 2 mois, ont gagné toutes les Coupes d'Europe, les mecs de l'Atlético, les mecs du Real. Mais ils trouvent plus la solution dans ce jeu-là où ils se sont enfermés. Ça, c'est des débats intéressants. C'est des débats de jeu. De la Russie, vous voulez qu'on dise quoi? Non, mais qu'on dise quoi du Danemark, de la Russie, de la Suède, de ces équipes-là? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mon cher Paul, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je vais vraiment trouver un mieux. Mon cher Muammar Kadhafi. Puis-je donner la parole à Lorenzo? Attends, mais j'ai pas fini mon explication. Tu vas pas me trouver un dictateur un peu élégant. Toi, Jérôme, tu es sous la dictature, donc je suis zen. Je parle calmement, il me coupe la parole toutes les 2 secondes et moi j'ai pas le droit d'en dire. Au moins un despote éclairé. Non, je vais pas en prendre un vrai, je vais en prendre un virtuel. Mon cher général Tapioca. Ça me plaît. Messieurs, dames, l'after est en danger. Je vous le dis. Une espèce importante dans l'after est en voie de disparition. J'ai nommé, musique s'il vous plaît, j'ai nommé les drôles de dames. Simone Rovera a disparu avant même la Coupe du Monde. C'est vrai que... David Lorto, lui, a disparu après le premier tour. Nicolas Villas, qu'on peut assimiler au drôle de dame. Oui. Bon, il reste encore un peu parce qu'il présente l'after quand même. Oui, mais bon, voilà. il est sorti. Et là, ce soir, qui c'est qui à son tour nous quitte? Et on le regrette parce que c'est quand même la meilleure Liga du monde. Fred Hermel, messieurs, dames, disparaît à son tour. C'est fou. Attention, Philippe. Il ne nous reste plus qu'un seul phénomène. Je pense que ça peut mal se passer. Oui, alors c'est un ça peut mal se passer. Une seule drôle de dame, spécimen mâle. Peut-être, je sais pas, pour la reproduction, ça va être compliqué. Comment on fait? Il ne nous reste plus que Philippe Auclair. Il nous reste la Belgique. Et il nous reste la Belgique, Ouais, mais Sacha est serein, ça se voit. Contre le Japon, s'il est pas serein. Jonathan, spécialiste du Japon, Jonathan nous disait qu'il fallait se méfier quand même. Fred Hermel nous rejoint, messieurs, dames. Fredo, bonsoir. Ni fleurs, ni couronne. Simplement un petit message d'amour. Ça me suffira. Voilà, chicos. Bon, en même temps, Fred, je dois dire que tu l'avais senti. Bah oui. Bah je l'avais dit l'autre jour. Enfin, oui, tu l'avais dit. Aujourd'hui, je pensais que ça allait passer.
Mais rappelez-vous, un soir, j'ai dit avec ce gardien-là, on peut pas, le Real, oh putain. Bah, ça y est, moi, je suis reparti, hein. Moi, la nouvelle saison, elle commence déjà, là. C'est bon, là. J'ai peur qu'on soit proche d'une maladie. Ouais. Ah ouais. Tu pars en vacances, là, pour te soigner un peu, comment ça va se passer? Non, mais je suis déjà dans la prochaine saison, là. Non. Mais quand est-ce que tu vas partir un peu, quand même, là? Oui, bien sûr. Je veux dire, Florentino Pérez, il te donne un peu de vacances. Ah bah oui, bien sûr. Il t'a signé le bon de vacances. Mais non, parce que je suis pas vraiment employé, je suis un simple collaborateur. Donc, là, faut que tu te reposes, là. Non, avec un tel gardien, la sélection espagnole ne pouvait pas gagner, ça on le savait. Et puis, elle pouvait. Alors, en l'occurrence, c'est pas le gardien qui a merdé. Non, mais il y avait pas d'entraîneur non plus. C'est ça, moi, je pense qu'il y a un vrai problème d'entraîneur. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Larquet tout à l'heure. Le premier truc qu'il a dit, c'est ne sous-estimez pas l'absence de Lopetegui dans ce qui se passe dans l'équipe d'Espagne. Est-ce que tu es d'accord? Coquet, qui n'est pas n'importe qui en Espagne, le joueur de l'Atlético qui est titulaire ce soir, pourtant, a dit, mais on nous a enlevé notre leader. Voilà. Il a dit ça après le match? Ouais. Ça veut dire quelque chose quand même. Alors, tout en disant Hierro a fait ce qu'il a pu, etc. Un moment. Oui, Hierro, de toute façon, apparemment, il aspire qu'à un truc, c'est retrouver son poste de directeur sportif. Essayons d'entrer dans le vif du sujet. Je trouve que c'est très réducteur parce qu'on a parlé de la façon dont l'Espagne a joué, de peut-être le virage qui est en train d'être amorcé dans le foot et dans le jeu de possession. C'est, je trouve, un peu limité de dire ça, dans le sens où l'Espagne, sur la dernière année, ne jouait plus exactement comme ça. Non. On n'était plus dans ce jeu de passes inutile ou stérile ou comme veulent l'appeler les gens. Aujourd'hui, il y a un déferlement pour expliquer que l'Espagne c'est ennuyeux, ça joue comme ça, mais ils n'ont pas vu Espagne-Italie, par exemple. C'est ceux qui n'ont pas vu ça, c'est ceux qui n'ont pas. D'abord, ne serait-ce que le premier match de cette Coupe du Monde, qui était extraordinaire et qui n'était pas comme ça. Contre le Portugal. Les matchs donc que l'Espagne a fait ces derniers temps avec Lopetegui, avec une sélection qui n'était plus sous influence du Barça d'il y a quelques années, parce que l'Espagne avait quand même pris 2 claques en compétition internationale ces derniers temps et je trouve qu'elle avait changé sa façon de faire. Pourtant, sur le dernier match, sur celui d'aujourd'hui, elle était retombée dans un jeu sans vitesse, sans âme, où il ne semblait ne rien se passer. Même Diego Costa avait disparu et était devenu inutile. Alors qu'il avait été très bien dans les qualifs, qu'il avait été très bien contre le Portugal. Et ça, je ne l'explique pas. Comment ils sont retombés là-dedans? Parce que ça, je vois pas non plus pourquoi ça serait la faute de Hierro. Tu vois? De retomber là-dedans, en fait. Parce que je pense, moi, je veux pas accuser Hierro. Parce que Hierro, il a fait ce qu'il a pu. Pourquoi ils sont retombés dans ce parce truc-là? que je pense qu'à un moment, tu sais, chassé naturel, il revient au galop. À un moment, ils sont revenus sur des fondamentaux. Et c'est vrai que peut-être qu'ils étaient un peu plus qu'ils sont tombés sur ces blocs compacts et qu'ils ont pas réussi à s'en sortir. Après, moi, je vais vous dire. Alors, déjà une chose. Mon cher Daniel, la Ligue des Champions nous avait un peu séparés. Le mondial nous rassemble de nouveau et j'en suis ravi. Parce qu'on est d'accord sur plein de choses, sur plein de choses. Moi, la Russie, je veux bien qu'on dise que l'Espagne, c'est comme les vieux couples, Fred, ça va, ça vient. Oui, il y a toujours, on passe, voilà, c'est ça. C'est voilà. Et là, on est dans une nouvelle phase. On va peut-être même partir en vacances ensemble, etc. Enfin bref. Les vieux amants, c'est comment tu veux? Mais oui, c'est ça. Oh mon amour, mon bel amour, mon cher amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. C'est une chanson de Jacques Brel. Non, sérieusement, moi je veux bien. Et d'ailleurs en Espagne, personne ne trouve d'excuses. Personne. C'est-à-dire que là, il y a Alfredo Relagno qui a déjà fait sa chronique pour le journal de demain, le directeur de AS, qui est pour moi le meilleur chroniqueur qu'on puisse trouver en Espagne, qui dit. C'est le Riolo espagnol. Il est un peu plus vieux que toi. Mais voilà, c'est ça. En gros, voilà. En tout cas, c'est le directeur de Haas et Alfredo Relagno dit nous ne manquerons pas au mondial. C'est fort quand même en disant l'Espagne n'a pas bien joué ce mondial, donc il n'y a pas de regret à avoir en disant oui, on aurait mérité de passer. Non, il ne cherche aucune excuse. Moi, par contre, qui suis à distance entre la France et l'Espagne, j'ai le droit de dire que cette Espagne a manqué d'idées, que cette Espagne est chiante, mais que moi, si le football, c'est ce qu'a montré la Russie ce soir, moi, je change de sport.
Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, on est d'accord. Ah, toi aussi, t'es un dictateur du beau jeu. Mais non, je suis un dictateur du jeu. C'est même pas le beau jeu. Mais non, mais c'est le nom du jeu, là. Ça te va bien. Non, mais ça va bien, moi, je cherche aucune excuse, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut. Très bien, faisons une réunion de dictateurs. On peut ne pas être totalement, tranché, c'est-à-dire, qui va dire aujourd'hui que l'Espagne n'a pas raté son match? Évidemment, aucune vitesse à 2 à l'heure, succession de passes latérales, rien. Aucun changement tactique pour essayer de bouger les Russes. Conduire à trouver que la Russie a fait quelque chose de dinguissime. Pitié, non. Non, puis surtout l'occasion de la Russie qui lui permet de mettre un but, c'est une erreur idiote d'un défenseur espagnol. Oui, en l'occurrence, Piqué. Sinon il marque jamais, parce que sinon il marque jamais. Mais c'est ça le truc aussi. Ça c'est clair. Moi sincèrement quand j'ai vu la Russie, mais en même temps, et ce qui est terrible, c'est que même après le faut vous mettre dans la peau d'un supporter russe. Non, mais supporter russe, on n'est pas russe. Il a qu'à faire la fête, qu'est-ce que j'y fasse? Bien sûr. Voilà, lui, pour lui, se qualifier avec ce genre de scénario, c'est sans doute encore plus, comment dirais-je, kiffant. Mais sauf que la majorité des gens qui regardent la Coupe du Monde sont pas russes. Et que nous, en l'occurrence, on n'est pas russe. Même si j'ai un penchant pour... Mais la plupart des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, qui voulaient absolument que l'Espagne se fasse taper, j'ignore pourquoi, peut-être par jalousie, parce qu'en club, ils gagnent beaucoup. Non, mais ça, c'est le truc français de vouloir les gros tomber, vouloir voir les gros tomber. Exactement. C'est ça, je comprends pas. Moi, le russe, je vais rien lui dire au russe. C'est comme le Portugais il y a 2 ans, ou le grec en 2004, qu'il fasse la fête. Mais mon Dieu, qu'il fasse la fête, et s'il m'invite à boire un verre, mais je vais boire un verre avec lui. Bien sûr. De quoi on parle? Mais. Ah bah tiens, pour le reste, tombe bien. Sergueï est là, figure-toi. Salut Sergueï. Добрый вечер, товарищи. Bonsoir tout le monde. Bon, il est pas de Valladolid, lui. De vodka ou pas? Non. Il fait chaud aujourd'hui, Daniel. Et d'ailleurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir Fred, surtout Fred. Salut Sergueï. Je comprends très bien que ce que vous avez vu aujourd'hui ne vous a pas forcément plu d'un point de vue football. Mais il y a 2 raisons vraiment majeures à cela. La première, c'est que une très très belle équipe qu'on a eue il y a 10 ans exactement, je sais pas si vous vous souvenez pendant l'Euro 2008. Oui, bien sûr. Qui a marché sur les Pays-Bas, qui faisait un jeu avec goose-heading, pressing, etc. On est tombé contre cette équipe d'Espagne, on les a joués en poule, on les a joués en demi-finale, on a pris 3 buts d'écart à chaque match. Et après cela, il y a eu un malaise dans le football russe. C'est-à-dire qu'on a vu des interviews de joueurs qui disaient clairement, même si on retrouvait pas l'Espagne dans les compétitions depuis, tous les joueurs disaient, on peut tomber contre qui vous voulez, mais on veut surtout pas tomber contre l'Espagne, parce que cette équipe va nous marcher dessus, et on le sait. Ah oui, donc il y a une symbolique, ils ont vaincu le démon, quoi. Absolument. Et il y avait un espèce de complexe. Et le deuxième point, c'est que moi je considère, en fait, si je me mets à la place du supporter espagnol, et j'ai beaucoup d'amis, l'équipe d'Espagne, c'est de sa faute aujourd'hui de son élimination. C'est-à-dire, si on a vu un match qu'on a vu aujourd'hui, c'est parce que l'Espagne a émis cette espèce de possession de balle, cette perte presque de perdre le ballon, en qualité de dogme. Et c'était un dogme. Aujourd'hui, on voyait que les Espagnols n'ont tenté rien. Par exemple, par rapport aux Allemands, qui eux sont fait éliminer, qui ont joué 3 matchs à peu près équivalents à celui-là, mais qui eux au moins essayaient de frapper de loin, tout le temps, en permanence, qui essaient de mettre la pression sur le but. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Diego Costa, qui est le seul attaquant de la sélection espagnole qui peut peser dans la surface, qui sort à l'heure de jeu. On le comprend pas. L'équipe d'Espagne qui est extrêmement dangereuse sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu dans le match contre le Portugal. Aujourd'hui, il l'était aussi, mais il y avait beaucoup moins c'était beaucoup moins bien huilé, il n'y avait pas de combinaison comme ce superbe but de Diego Costa contre le Portugal. Je pense que peut-être qu'il paye un petit peu le limogeage de Lopetegui à ce niveau-là d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, comme le diraient les Argentins, la seule solution pour l'équipe de Russie, c'était de poner huevo, de mettre ce que vous comprenez sur le terrain. Il n'y a même pas eu ça. Je suis désolé. Sergueï, poner huevo. Mais il n'y a même pas eu ça, c'est-à-dire que moi qu'une équipe soit défensive, ça me gêne pas. Le problème, c'est que la Russie n'a pas voulu jouer au football. T'as le droit de jouer défensivement. Ouais, mais c'était leur plan, Fred. Après, il faut bien distinguer moi, j'aime pas le ça. fait. Après, non, mais Fred, l'Espagne est dehors, c'est de sa faute. On est d'accord. Pas et que ils l'ont fait et qu'ils en soient heureux. Ça, écoute. Mais ça, c'est Sergueï a raison. Mine de rien, il y a des joueurs qu'on n'a pas vus. Il y a David Silva, toute cette compétition, il a pas été bon. Aujourd'hui, moi, j'étais content de revoir Asensio. Il est passé à côté. Coquet. Coquet, il a aidé à la récupération. Ouais, mais bon, j'étais content. Je dis voilà, Asensio, il va falloir qu'il bosse, Fred, pour avoir le ballon d'or. Iniesta est fatigué, il va sur le banc. Finalement, on a presque regretté Iniesta. T'as Diego Costa, moi, il m'a fait de la peine en première mi-temps. T'as l'impression. Mais c'est pas de sa faute, en plus. Il était tout seul. Non, mais exactement. Mais moi, je dis pas que c'est de sa faute. Mais quand tu me joues avec Diego Costa, au bout d'un moment, il faut lui mettre des ballons. Voilà. Si tu on s'entrait pas. Exactement. Est-ce que vous savez, j'inclus la séance de tir au but ce soir, combien d'arrêts David De Gea a fait pendant toute la Coupe du Monde? 4 rencontres.
Ouais, il y en a un contre le Maroc où un mec se présente seul là. Tout seul, un arrêt sur 4 matchs. C'est génial cette stat. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'occasions contre. Ouais, mais quand même. Enfin, mais il a pris combien de buts? Ouais, non, mais c'est vrai. Après, il y a sa boulette. 7 buts. Il prend 7 buts. C'est que j'ai vu de l'impuissance dans les yeux des joueurs. Et ça, c'est pas souvent. Ah, de toute façon, c'est toujours un problème, l'impuissance. Ouais, c'est pas facile ça. Merci Fredo. Merci les amis. Merci. Bon, on se reparle de toute façon. Parce que vous allez bien m'appeler pour que je vous parle de Godin, de Jiménez, la charnière centrale de l'Uruguay. Pourquoi pas? Ouais, mais c'est ton club concurrent. Ça, du mercato du Real, non? Il paraît que c'est le Real qui détient toutes les clés du mercato de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un effet domino qui. C'est ça. Oui, si le Real en lâche un gros, je dis Cristiano ou Bale. En plus, il y en a deux à lâcher. Ils vont en lâcher deux. On peut en lâcher deux. Cristiano ou Bale pour l'instant. On va voir ce qui se passe. L'un ou l'autre. Ils vont lui filer sa rallonge à... Florentino, il est prêt à mettre combien sur Mbappé? 500, 600? Mais là, c'est... Bah oui, mais mais ça y est, on est reparti dans les délires. Mbappé, il va partir. Non, mais vous plaisantez là-dessus, mais vous savez ce qui est dit dans la presse aujourd'hui et sur les réseaux sociaux, etc. Depuis hier, Florentino laisse tomber Neymar, fait venir Mbappé. Attends, là, non, on a une seconde pour parler de Mbappé ici. Vas-y. Ah, mais les Espagnols ils étaient déjà sous le charme avant. Mais là, leur vendre du rêve, vas-y. C'est exactement le joueur qui fait rêver ici, quoi. Vraiment. Et les Espagnols sont fans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent, hein. Oui, mais ici, on connaît le foot, on aime. Maintenant, c'est fini. Bah, si, le président veut Neymar. Mais je te dis, les gens, tu les écoutes, après avoir vu Mbappé hier, ils disent, mais non, mais laisse tomber Neymar, on veut Mbappé. La frustration va être énorme de pas avoir aucun des deux. Ni l'un ni l'autre, t'imagines, quoi. C'est fou, ça. Ouais. Mais après, moi, je me pose une question quand même, je me dis, bon, Mbappé, génial au mondial. Neymar, pas mal du tout au mondial. Qui était encore, Di Maria, qui marque Cavani, tu peux dire. Un truc, Cavani, extraordinaire mondial. Tout ça et se faire éliminer par Fred, c'est bon, si c'est pour finir. Ça y est, on va se refâcher. Non! Tu peux partir en vacances. Non, mais il a bien amené. Fred. On envisage un truc qui est pas complètement dingue. La France gagne la Coupe du Monde. Et Mbappé brille, met encore 2-3 buts et est le meilleur joueur des Bleus. Il a de grandes chances, après un tel succès et une telle Coupe du Monde, d'être candidat pour le Ballon d'Or, voire de le décrocher. Généralement, quand tu brilles à la Coupe du Monde, tu peux. Hypothèse. Comment vous croyez que c'est vécu par Neymar? Et comment vous croyez que Neymar peut rester au PSG dans ce cas-là? Je pense que ça se passera bien parce que les deux communiquent beaucoup, ils s'entendent bien. Moi, je ne pense pas. Moi, je te dis. Ça aurait été un autre joueur. Qu'est-ce que t'en penses? Ça aurait été un autre joueur, c'est différent. Mais juste entre ces deux-là, c'est quand même. Mais je te parle pas de petit frère à Neymar, Mbappé. Mais non, d'abord, je pense que Neymar, son petit frère, c'est que sa famille, et c'est pas d'autres joueurs. Mais moi, je te dis qu'avec Mbappé, il y a une relation particulière. Ok. Il y avait une relation très particulière avec Messi, sauf qu'il ne supportait plus d'être dans l'ombre de Messi. Ah ouais, mais c'est différent. PSG pour être dans l'ombre d'un autre. Il ne supportera pas d'être dans l'ombre d'Mbappé. Mais il sera jamais dans l'ombre d'Mbappé. Mbappé est le joueur du tournoi égal à la Coupe du Monde. Jamais. C'est une blague ou quoi? Attendez, en France, le retour en France, il va être au Parc des Princes et tout. Mais ça va être un truc de malade. Mais c'est une blague, Jérôme. Mais on a. Je te demande de t'as conscience, Jérôme, de ce qui est en train de se passer là? Dessus, reconsidère ça et on en reparle. Non, mais moi, avec Mbappé, on n'a pas le temps d'aller plus loin sur cette question. Fred, on va retiens ça et dis-toi que c'est intéressant ce que je t'ai dit. Merci Fred. C'est intéressant. Adios, Ticos. Ciao. Mon petit Pierre. Oui, Gilbert. C'est ça la Coupe du Monde, quoi. C'est Belgique-Japon. C'est beau. Non, mais c'est Belgique-Japon parfois. Et parfois, là c'est pour Gilbert ça. Celui qui a quand même un peu plus joué dans ce match, bien que les Japonais aient pas fait un mauvais match. Non, ils ont même fait un très bon match. Alors ils ont fait un bon match, mais c'est quand même l'équipe qui a le plus joué, qui a le plus produit, qui s'est procuré le plus d'actions, qui a quand même un peu plus mis dans ses retranchements l'adversaire, qui gagne. Parfois c'est bien aussi quand même. Voilà. Ils se sont pas écroulés, ils sont revenus, ils ont continué. Et voilà, ils ont égalisé, ils ont marqué à la fin. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match de la Belgique aussi. On va analyser peut-être la chose un peu plus calmement maintenant. T'es capable d'analyser un truc, toi? Je suis pas énervé, ça. Bien sûr, Gilbert. Il arrive, il nous dit on va analyser calmement. Et il y a 10 minutes, il était en transe. Non, mais ici, il aurait pas analysé calmement. Sur leur placement tactique, il faut reconnaître que Carrasco était beaucoup trop haut dans le jeu. Meunier aussi, d'ailleurs. Et que Meunier était beaucoup trop haut, mais effectivement, je pense qu'il y a eu, alors on l'a beaucoup critiqué, mais il y a eu un grand
grand bénéfice à la rentrée, à l'entrée au jeu, de Marouane Fellaini. Je pense que Marouane, il a fait un bien fou. C'est le changement tactique plus que Fellaini, non? C'est ça, le changement tactique en faisant entrer Marouane Fellaini. Et puis surtout, on a solidifié ce côté gauche avec Nasser Chadli, le buteur d'ailleurs du 3-2. Et ça nous a permis d'être un peu plus recentrés. Mais par contre, effectivement, défensivement, il y a des lacunes, mais c'est pas des lacunes, ce sont des boulevards, c'est le des défaut espaces. de tes qualités, c'est le défaut de tes qualités aussi. Je pense que cette Belgique est déséquilibrée et qu'elle le restera jusqu'au bout parce que t'as cette défense à 3 et t'as des joueurs de côté, t'en as bien parlé, qui sont super hauts. Alors voilà, ça donne des matchs où tu insistes sur l'adversaire, etc., mais où ça laisse des boulevards. Ouais, mais quand ton milieu central en fait n'est pas techniquement, non, quand ton milieu central n'est techniquement pas capable de créer du jeu. Donc là, ici, évidemment, je parle d'Axel Witsel et surtout de Kevin De Bruyne qui a été mis sous l'été noir. Et ça, il faut vraiment souligner le travail des Japonais qui a été excellent dans le milieu de terrain. Voilà, il y a eu une possibilité pour Kevin De Bruyne de faire une différence dans ce match. C'est le but. Je sais pas si les Belges ont démarré le match en pensant que ça serait plus simple que ça, et je pense que c'est surtout au niveau de l'agressivité qu'ils n'ont pas été à la hauteur, parce que même avec leurs problèmes défensifs et un schéma tactique qui certainement n'est pas le bon pour aller au bout, ils auraient quand même pu faire la différence en première période. Ils ont eu énormément de situations qu'ils ont mal jouées, mais ils ont eu les situations. Après, il faut évidemment parler de la performance des Japonais qui ont été absolument remarquables du début à la fin. Eux, pour le coup, tactiquement, dans l'agressivité et aussi techniquement, dans l'utilisation du ballon derrière aussi, pour ressortir, parce bien que il faut pas les réduire simplement à une organisation. Quand ils ont le ballon, il y a quand même 2-3 mecs dans cette équipe qui savent quoi en faire. Alors c'est pas dans la première période qu'ils ont marqué, c'est après. Mais moi j'ai trouvé même dans cette première période qu'à aucun moment ils ne se sont dit on va se mettre derrière, on va bloquer le match, on va mettre un bus comme ferait un petit contre un gros. Et ça, pour ça, je pense que ils sont à féliciter. Ok, ils ont perdu, mais je pense que les Japonais se souviendront longtemps de ce match et que les supporters du Japon doivent être ce soir très très fiers de ce qu'ils ont vu de leur sélection. À 2-0, ça sentait vraiment le pourri pour les Belges. Roberto Martinez a peut-être là fait son meilleur match tactique depuis qu'il est à la tête de la Belgique, parce que d'abord c'est un 8e de finale, parce qu'il était à 2 doigts de prendre la porte et que ça dépend, parce qu'on pourrait aussi se dire qu'il s'est trompé au départ. Parce que les Belges sont quand même quand tu te trompes, il faut rectifier. Mais en fait, comme je disais, je sais pas s'il se trompe dans la coupe au départ. Moi, je pense qu'il se trompe au départ. Non, mais je trouve que alors c'est peut-être autre chose qu'il faudrait dire. Est-ce que c'est pas globalement ce 3-4-3 qui est un peu bancal à la base? Mais ça, il changera pas. C'est sa façon, et c'est comme ça qu'il a énormément. Enfin, Sacha va mieux nous le dire, mais c'est dans avec ce style de jeu qu'il a gagné énormément ces derniers temps. Oui, en fait, le 3-4-2-1, maintenant il est à la Coupe du Monde. Je suis d'accord, mais maintenant il est à la Coupe du Monde. Tu prends 4 en première période, je pense. Peut-être qu'il est pas bête et qu'il le sait. Même le Brésil, il va l'affronter avant. Oui, même le Brésil, avec un Willian qui va... Effectivement, avec un schéma comme ça, ça peut partir en cata pour eux. Est-ce que ce match-là peut lui servir de leçon dans une partie qu'il pensait certainement pas gagner facilement, mais maîtriser et gagner sans, en tout cas, ces difficultés-là? Ça, c'est certain. Est-ce que ça peut lui servir à faire le point et à se dire, on va pas pouvoir jouer avec les 3 mecs comme ça, on pourra pas jouer avec Carrasco à gauche et Meunier dans cette position-là? Quand il a renforcé le milieu, quand De Bruyne a pu faire 3 pas devant dans le positionnement, quand les mecs ont pu, ça a tout changé. La densité au milieu de terrain, ils ont récupéré. Et je crois que je t'écoutais, Gilbert, avec Charbot et Roland. Même quand il y a eu le 2-1, on a senti que c'était bon. Les Japonais avaient fait énormément d'efforts, qu'ils pourraient faire basculer le match. Moi, j'ai adoré très longtemps Fellaini, mais sur les dernières années, je pouvais plus le voir parce que je me disais quel gâchis. Je sais pas si c'était les contextes, je sais pas si c'était une réelle baisse de forme. Là, les 2 dernières fois, il rentre, je le trouve très bon. On en a parlé après. Et je revois son visage un peu conquérant, alors que j'avais l'impression ces derniers temps que je voyais un je m'en foutiste total. Il rentrait, il errait sur le terrain. Là, je retrouve le Fellaini qui a longtemps été un de mes joueurs chouchous, quoi. Alors Yacine est là, il est supporter belge lui aussi. Salut Yacine. Bonjour les amis. Comment lui il est perçu en Belgique? Est-ce qu'il est perçu comme un bon tacticien,
C'est quoi en gros ça m'intéresse ça. J'aimerais savoir un peu. Je dirais que le jugement est radicalement différent, que ce soit au nord de la presse du nord ou la presse du sud du pays. Moi, je trouve que la presse au nord du pays est une presse beaucoup plus anglaise, donc elle a tendance à une presse flamande. Effectivement, elle a tendance à être un peu plus véhémente, plus sévère aussi, plus dure, parce que elle connaît Vertonghen, Alderweireld et De Bruyne. Parce qu'elle a des spécialistes, par exemple, qui sont correspondants en Angleterre, donc ils suivent, ils connaissent en fait la façon dont évoluent les joueurs de l'équipe nationale en Angleterre et la façon dont ils sont. Donc il y a une vraie différence quelque part dans l'analyse par rapport au sud du pays, duquel je suis issu. C'est-à-dire que on est je pense beaucoup plus dans le consensus dans le sud du pays. Par exemple, ce que nous avons essayé de faire sur Witzel. Non, moi, par contre, ça se passe avec les Flamands. Est-ce que vous êtes pris un peu pour des sous-hommes? Les Flamands, ils sont un peu durs. Non, je pense pas que le propos est là. C'est-à-dire que si on peut repartir sur ce débat. Non, les imaginaires. parlait d'arrogance de Vertonghen. Par rapport à Hazard, forcément. C'est symbolique. Daniel, c'est symbolique de ce qui se vit chez nous. En fait, il y a deux imaginaires sociaux et collectifs qui n'ont rien à voir, de façon de se penser la Belgique qui n'ont rien à voir, de systèmes sociaux et économiques qui n'ont rien à voir et de cultures qui sont fondamentalement différentes. Bien sûr. Donc du coup, ça se ressent totalement et évidemment dans la presse. C'est fou dans une équipe nationale quand ils pensent des gens qui sont à ce point culturellement différents, qui voient. Mais même dans le championnat, ça se ressent dans l'arbitrage. Si tu en parles aux joueurs d'un côté ou de l'autre, ils le ressentent partout, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là. Vraiment, tu vois, j'avais pas cette vision-là. Moi, je voyais pas le truc comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Dernière question, messieurs. Vas-y, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que De Bruyne, il est où? Il est à Manchester? Il est où? Il est à Lens? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où exactement? Moi, De Bruyne, je veux savoir c'est qui est sur le terrain, son frère, son cousin, son parrain. Je pense qu'il va falloir mieux l'utiliser parce que c'est un joueur tellement magique. Il était mieux positionné après l'arrêt de Fellaini, il est remonté plus haut. Bon après, Yacine, après je. Attends, Daniel, dis-moi, est-ce que toi tu trouves, justement, je demande l'avis un peu à tout le monde, est-ce que toi tu trouves qu'il n'est pas trop bas sur le terrain? C'est ce qu'on a tous dit. Et d'ailleurs, effectivement, depuis le début de la compète, moi j'adore ce joueur, je l'ai pas vu à son niveau de City. Je me suis juste un peu consolé avec la dernière action parce que là c'est le De Bruyne que j'aime. Son accélération est phénoménale et le dosage de la passe. Le dosage de la passe, c'est formidable. 94e. Voilà. Yacine, merci beaucoup. Je suis le premier, effectivement, à être très sévère avec Romelu Lukaku parce que je trouve qu'il a des qualités que j'aimerais voir chez lui qu'il n'a pas et qu'il n'aura certainement jamais. Je parle évidemment ici de son manque de mobilité. Mais ce mec, tactiquement, et dans sa tête, c'est devenu un finisseur, c'est un tueur. Romelu Lukaku, c'est un tueur. La façon dont il se retourne à un moment donné, Est-ce qu'il a raté là ce soir? Écoute, franchement, il rate deux grosses occasions, on est d'accord là-dessus. Il se fait mater. C'est lesquelles les deux grosses occasions? Il y a une tête attrapée par Kawashima et en première mi-temps. La tête, elle est pas belle, ouais. La façon dont travaille Romelu Lukaku au quotidien avec Thierry Henry, c'est évidemment la relation d'un grand frère avec son petit frère. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Thierry Henry, il a quelque part été un peu engagé pour ça. Tout le monde espérait arriver à ce match face au Brésil. Maintenant, on y est. Et c'est là que Thierry Henry doit faire effet. Encore plus heureux. Moi, je vous invite à ne plus faire de pronostics pour cette Coupe du Monde. C'est terminé. Stop. On arrête. Parce que moi, pour l'instant, tout le monde avait dit la Belgique. Pour l'instant, tu sais, tout le monde dit ça, tout le monde parle de surprise à gogo, mais je suis pas d'accord. Il y a eu effectivement le coup de tonnerre, c'est l'Allemagne, et puis après l'Espagne qui s'est fait piéger hier. Pour le reste, ça va dans les Coupes du Monde. À la dernière Coupe du Monde, on avait eu également des surprises. On est encore loin de la Coupe du Monde 2002 où là, vraiment, on en avait eu une quantité incroyable pour à l'arrivée se retrouver quand même avec Brésil-Allemagne en finale. Donc il faut pas trop en faire non plus avec ça. Hein. Comment il s'appelle l'arbitre équatorien là? Byron Moreno. La dernière fois qu'on a joué face au Brésil, c'était en 2002 et la Belgique est volée face à avec un but de Marc Wilmots non accordé. Et d'ailleurs, dans un témoignage il y a quelques années, l'arbitre du match en 2002 opposant justement la Belgique et le Brésil reconnaît tout à fait qu'il s'était trompé et qu'il trouvait cette décision effectivement injuste et donc on est battu par le Brésil, futur champion du monde, à ce moment-là à cause d'une erreur d'arbitrage, arbitre que
tout le plat pays maudit. Tu dois t'en douter, Gilbert. Ah ouais. Ah oui. Après, c'est une erreur d'arbitrage. Ça c'est arrivé dans plein de Coupes du Monde et ça arrivera encore malheureusement. J'espère que ça n'arrivera pas vendredi à 20h. Non, il y avait bien faute à l'époque en 2002. Le Brésil gagne 2-0, but de Rivaldo et Ronaldo, j'imagine. Non, en fait, il n'y a pas du tout de faute, mais à mon avis, c'est l'arbitre, c'est ça, qui en réalité. Non, mais j'assume mon erreur. Tu peux le dire. Alors, j'assume mon erreur. Trouver une déclaration. Non, c'est vrai qu'il dit qu'à cette époque-là, il y a bien faute de Mark Wilmots à l'époque. Je sais pas si je le prononce bien. C'est bien, Mark Wilmots. Tu es parfait, Stéphane. Et il dit, je prendrai la même décision aujourd'hui. Cette faute est ce qu'elle est. Mon seul regret est que Mark Wilmots, après le match, ait déclaré m'avoir entendu reconnaître mon erreur, alors qu'il a jamais été. Voilà, arrête un peu ton pipeau, Sacha. Non, mais en effet, mais moi, je vous assure, revoyez les images. C'est limpide. En Belgique, c'est un scandale populaire dans l'histoire du football belge. Ce but aurait dû être accordé. Et Stéphane, on va se retrouver vendredi avec grand plaisir. Alors, on va parler de Neymar tout à l'heure, du match du Brésil face au Mexique, qui était un super match cet après-midi. Mais puisque Sacha est encore là, juste la vision de tout le monde sur le quart de finale. Est-ce que le Brésil est ultra favori, Stéphane? J'ai dit on va les écraser. C'est la fausse assurance pour se donner de la fausse assurance, pour se dire waouh, on est plus fort. Je pense pas. Je pense qu'avec cette victoire, la remontada qu'ils ont pu faire contre le Japon, je pense que mentalement, ils vont avoir eux cette idée qu'on est capable de revenir. Et ça, c'est important contre une grande équipe pour le Brésil, s'ils prennent un but. Alors moi, j'avais peur d'un mec au Brésil. Il est pas là. C'est Casemiro. Donc déjà, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est lui qui tient tout le milieu de terrain. Il est absolument fabuleux. Encore le match qu'il fait aujourd'hui. Bon, Stéphane, tu vas pas me contredire. Il a été absolument génial. Il a pris ce petit carton jaune. Ça me fait bien plaisir parce que nous, dans le déséquilibre, dans le milieu de terrain, ça va faire du bien. Parce qu'on va pouvoir justement faire jouer peut-être un Kevin De Bruyne plus haut. Fernandinho, hein, tactiquement, on va pouvoir retravailler peut-être. Excuse-moi, mais bon, c'est pas mal. Bon, moi j'ai des souvenirs en 2014. Tu te réjouis un peu beaucoup sur une absence. Casemiro est un joueur absolument fantastique qui a toujours été dans le 11 de base du Brésil, qui a toujours fait des performances fantastiques, qui a gagné une Ligue des Champions. Ce mec-là, qui n'est pas dans le Brésil, c'est un bonheur pour moi. C'est dur pour le Brésil au début de partie, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent mettre la pression comme le Mexique. Hein. C'est vrai. Il va pas l'intensité qu'ils ont mis au début. Il n'est pas que la France soit une équipe qui peut faire mal au Brésil sur ses actions de contre-attaque, ok. Sur les phases de pressing qu'on a vu au Mexique, je vois pas d'autres équipes capables de faire ça. Il faudra analyser la façon dont effectivement les Diables Rouges vont entamer cette rencontre, mais d'un point de vue football, ce sera très intéressant, ne serait-ce que voir la bataille du milieu de terrain. Comment est-ce que, par exemple, Witsel et De Bruyne vont se positionner face à un milieu qui sera donc effectivement Fernandinho. Non, mais il va changer quelque chose. Il n'aura pas les mêmes qualités que Casemiro. S'il change pas quelque chose, le problème pour moi, il se situera pas au milieu. Pour moi, le problème, ça va être les flèches qu'ils vont prendre entre Neymar et Willian qui vont. Il va falloir le casser, ce Neymar, parce que là, sinon, c'est fini. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je pense que c'est ce qu'attend Neymar. Et notamment, c'est ce qu'il a essayé de faire, c'est énerver les autres joueurs, mais sans que lui, il ouvre la bouche. Ouais. C'est justement ce que Tite lui a dit. Juste le fait que tu joues, tu énerves déjà. T'as pas besoin de parler. C'est à quelle école qu'il a appris à être acteur au Brésil? C'est quoi l'équivalent du cours Florent? C'est quoi l'acteur studio? Il a passé un peu de temps à New York. Teatro Cell Hélène. Ah oui, d'accord. C'est beau. Quand l'autre a posé son pied sur sa cheville, là on a par contre, plus sérieusement, je suis assez d'accord avec Stéphane. Moi, j'ai vu un changement dans le comportement de Neymar après ces fautes-là. Alors, il en rajoute pas, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais sur son comportement à lui, j'ai l'impression, et t'as raison, qu'il est rentré dans ce qu'il faisait pas au PSG non plus. Il s'est souvent énervé dans des matchs de Ligue 1, même des matchs où il y avait pas beaucoup d'enjeux, où il s'énervait à chaque fois qu'on faisait une faute sur lui. Là, j'ai l'impression qu'on lui a expliqué qu'il fallait qu'il s'en serve de ça pour faire péter les plombs à l'adversaire et pas pour lui les péter. Exactement. Et ça, c'est un truc que Tite lui dit beaucoup. Alors bien sûr, ça ne va pas changer, et ça c'est sud-américain. Que ce soit Argentine, Brésil, Pérou. Dès qu'on a un petit bobo, on se jette par terre parce que on a appris ça des entraîneurs. Neymar, c'était fou. Genre, mais c'est une forme de vice. Comme ça. C'est une forme de vice. Tout à l'heure, je parlais du vice de l'Uruguay. Moi, ça, c'est une forme de vice aussi. Va au bout, parce qu'en fait, ils apprennent à jouer au foot comme ça. Mais on apprend comme ça. Et les entraîneurs disent, on gagne 30 secondes. Et j'ai déjà vu dans le championnat brésilien le football de garce, hein. un gardien de but qui a fait semblant qu'il s'évanouissait pour gagner 2 minutes. Tu te souviens pas de Dida à Milan c'était contre le Celtic, tu te souviens de cette action? Oui, il avait pris fabuleux Dida. Il avait pris un projectile. Oui, en fait, il avait pas pris. Et puis il se roulait par terre, il était là, il disait Et ça, c'était le gardien de Pérou, si je me trompe, ou de Chili, qui avait fait ça. Non, ça c'est pire. Le gardien péruvien qui avait une poche de sang, qui s'était il s'est coupé avec le gant, il s'est coupé pour dire. Il avait une lame de rasoir. Il a été exclu à vie.
Et après, il a entraîné les gardiens au club São Paulo. Et il leur a appris à faire la même chose. Et attends, mais comment il s'est coupé avec un gant? Non, un gant, vous savez, il y a le bout du scratch là, il s'est et après, il s'est jeté sur un. Non, mais c'est pas la même histoire alors. Ah, mais la même histoire avec psychologique. Alors, Sacha, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Parce que là, il est presque 23h. J'ai envie de te dire bonne chance. Pierre, c'est quand vendredi soir? Vendredi 20h. Ouais, je remplace mon. Quel match quand même vendredi? J'ai tout donné contre Daniel. France-Uruguay enchaîné avec Brésil-Belgique, on est bien? Tout à fait. Il y aura des choses à dire. Un after jusqu'à 1h du matin, ça se joue ou pas? Non, c'est fini. Ça porte la pointe à chaque fois. T'as pas vu les journées là-haut? Non, les after 1h du matin, ça. Ah, moi je suis un joueur. Alors, qu'est-ce qu'on dit au Brésil de la perf du jour? Alors on pense que c'était un match avec deux équipes assez joueuses, assez même très joueuses, avec une première mi-temps du Mexique incroyable, cette première mi-temps. Par contre, sans des vraies occasions tranchantes contre le but d'Alisson, lui qui a zéro but cadré première mi-temps de la part de Mexique. Alors zéro tir cadré. Voilà, zéro. J'ai dit quoi? Zéro but cadré. Zéro tir cadré dans cette première mi-temps. Alors ce que je suis content de cette équipe, c'est que le Brésil, côté défensif, c'est un peu comme un roseau qui se plie, mais qui ne rompt pas. On a l'impression parfois qu'ils subissent, mais voilà, ça tient. C'est une très bonne défense. Ouais. C'est une très bonne charnière centrale. Thiago Silva, Miranda, c'est parfait là. Et je pense que dans les deux derniers matchs, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire que c'est en deuxième mi-temps qu'ils prennent l'ascendant sur l'adversaire. Donc ça c'est une force du Brésil, et aussi je suis content parce que j'ai l'impression qu'il y a une marge encore de progression pour l'attaque du Brésil. Je pense que Neymar peut faire encore plus mal. Je suis super content de William qui en deuxième mi-temps c'est le détonateur de ce match en deuxième mi-temps. Gabriel Jesus a été mieux. Il a été mieux. Alors il y a un sujet de discussion. Là, la marge de progression. Oui, mais il a été mieux quand même. Alors, ce que je pense que Tite aime bien sur Jésus, c'est aujourd'hui son jeu sans le ballon. C'est son placement, le fait qu'il ouvre des espaces contre la Serbie, c'est lui qui provoque. Ouais, mais on se dit quand même que même dans ce secteur-là, Firmino peut être mieux. Ouais. Même pour le jeu de création d'espace sans ballon, Firmino il est bon aussi. Je pense que Tite, il croit encore que Jésus peut faire une belle Coupe du Monde. Il a été le plus grand buteur. Il a encore 3 matchs, il peut effectivement marquer dans un match important. Il a fait 10 buts en qualif. Et aujourd'hui, un petit clin d'œil de Tite, c'est que sur les deux derniers matchs, il fait sortir Jésus pour mettre à la place Firmino. Et là aujourd'hui, c'est pas ce qu'il a fait. Et je pense que là, il est en train d'envoyer un petit message à Jésus pour dire, voilà, il y a cette possibilité, je te laisse, il y a la possibilité de mettre Firmino et Jésus. Mais là, Neymar, clairement, là, il est à un très bon niveau maintenant, mais on sait qu'il peut être même encore mieux. Ses accélérations, de toute façon, là, ça y est, il est revenu à son niveau. À tout moment, ça peut faire mal, même si pendant 25 minutes, les 25 premières minutes du match, lui, Coutinho, invisible. Ils ont été bien pris. Invisible. Neymar a pas vu le jour. Mexique. Mais le problème, c'est que si ta défense tient, après, à un moment, le mec qui va te mettre ce pressing-là, il va se fatiguer, et Neymar, après, quand il va se mettre en route, lui, il va te faire mal tout de suite. C'est exactement ça, c'est ce que tu disais, c'est que pendant 20 minutes, parce que moi, je vais juste, les 20 premières minutes du Mexique, c'est ahurissant. Le rythme du match, toute la première période, ils sont bons. Ouais, mais surtout les 20 premières minutes. Tu regardes, là, les 20 premières minutes, ils gagnent tous les duels, donc Neymar les perd, William les perd, Coutinho, et ils jouent bien, ils récupèrent des ballons. Mais ils ont un souci, c'est que, moi, j'adore tout ce qu'ils font, leur idée, la façon qu'ils ont de voir le jeu. Mais il leur manque, et sinon ça serait pas le Mexique. Mais si devant ils avaient des mecs pour finir un peu mieux les actions, pour prendre la bonne décision, parce qu'ils étaient dans des positions de frappe, soit il fallait passer alors qu'ils ont frappé, soit il fallait frapper alors qu'ils ont passé. C'est pas un manque de talent, ça. Moi, je pense que c'est un manque de lucidité. Tu fais tellement d'efforts. En fait, je sais pas, parce qu'ils sont. Chicharito, c'est un mec de talent. Carlos Vela, il a du talent et tout. Mais comment dire ça, c'est comme ces mecs-là, ça fait quand même longtemps qu'ils sont pas dans le top niveau parce qu'ils ont pas eu la carrière en club, ils ont pas ce niveau-là. Quand on les voit en équipe nationale, on a l'impression qu'ils sont 2 fois au-dessus de ce qu'ils peuvent montrer, qu'ils n'ont montré que de façon épisodique dans leur carrière. C'est comme si finalement ils avaient pas l'habitude d'être toujours au taquet. Et il leur manque ce petit truc. Alors il y a le Lozano qui est pour moi l'une des révélations de ce mondial. Je sais pas dans quel club il va aller, mais à mon avis il va pas rester aux Pays-Bas. Lui très bien, mais bon, il lui manque encore un peu de finition. Toutes ces situations, d'ailleurs, on avait vu contre l'Allemagne qu'ils avaient eu
plein de situations dangereuses, et que de la même façon, ils n'avaient pas réussi. Mais ce qui les sauve, c'est l'ouverture du score. Parce que quand tu mènes et que tu as cette façon de jouer, ça te donne encore une force supplémentaire parce que tu dis on est récompensé. Là le problème c'est que pendant 20 minutes vraiment ils mettent un rythme et c'était sûr à regarder là, je me dis mais ils peuvent pas continuer comme ça toute une mi-temps, c'est impossible. N'importe quelle équipe ils ont pas même en deuxième ils ont continué à bien jouer. Je te dis pas qu'ils se sont écroulés. Mais c'était leur pari sur ce match. Exactement, les 20 premières minutes, s'ils sont récompensés par un but, là c'est différent parce que peut-être que le Brésil défend pas de la même façon. Et le Brésil, on sait plus comment ils peuvent réagir à cette occasion, parce que sur les derniers matchs du Brésil, en qualif 19 victoires, on est revenu qu'une fois contre le Paraguay en qualif, où on a gagné 4-1. Mais après, on a perdu contre l'Argentine. On ne sait pas comment le Brésil peut réagir s'il est mené. Ce qui me fait pas douter, même si quand le Brésil est mené dans cette façon-là de jouer de l'adversaire, qui les étouffe sur le début de match, c'est que le Brésil aujourd'hui, offensivement, c'est tellement fait d'exploits individuels au départ pour après rendre le foot plus facile. Quand Neymar est capable d'éliminer un ou deux joueurs et de s'ouvrir l'espace derrière, quand il a la lucidité de jouer en une touche ou deux touches par la suite, Coutinho c'est la même chose, Willian c'est la même chose, c'est que tu te dis même si ils subissent, ils sont acculés devant leur but et qu'ils font des erreurs sur un exploit, ils peuvent faire la différence. Alors, et c'est ça la grande force du Brésil. Les gars, j'aimerais qu'on parle un peu du Mexique parce que Nicolas est là, il est supporter mexicain. Nicolas, bonsoir. Hola chicos. Buenas noches. Salut Nicolas. Buenas noches. Je suis le cousin mexicain de Fred Hermel. Très bien. Le cousin mexicain de Fred Hermel. Ah d'accord. Ça fait combien de fois que le Mexique était éliminé en 8e? 7 fois d'affilée. On les compte même plus. 7 fois d'affilée. Un jour vous tomberez sur une équipe à votre portée en 8e, vous n'aurez pas tout le temps la guigne de prendre des gros. Hein. C'est un peu de notre faute aussi, si tu veux, parce que quand t'es premier au bout de 2 matchs et que tu prends 3-0 contre la Suède, voilà, tu prends le Brésil et puis on aurait pu prendre quelqu'un d'autre si tu veux. Donc, et puis c'est un peu tout le temps pareil, quoi. C'est un peu vrai. Ouais. Là, c'était l'occasion unique de finir premier cette fois, quoi. Quand on s'aligne sur des tournois comme ça, il faut être sérieux tout le temps. Et puis ils ont déjà pas été sérieux tout au début parce que là partout, ça fait rigoler un peu tout le monde dans le monde entier, mais nous, ça nous a pas trop fait rigoler, si tu veux, quoi. Parce que. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. C'est pas très sérieux, si tu veux. On prépare ça les a pas réellement handicapés sur la Coupe du Monde, ça? Tu sais pas. Tu sais pas. L'effet, il va pas arriver 3 matchs après, quand même. Ou 4 matchs après. On l'a vu contre l'Allemagne. Non, mais. Si tu veux, dans le groupe, tu sais pas comment ça a été perçu, parce que les mecs, ils sont pas là partout, ils c'était un sauna, jacuzzi. Nicolas, excuse-moi, mais c'est un peu tiré par les cheveux ton explication. Je veux dire, s'il y avait eu un problème, tu les aurais pas vus aussi combatifs. Tu veux pas retenir plutôt ce que ton équipe a dégagé pendant toute la compète, là? C'est-à-dire, c'est un truc positif. Tout le monde a été séduit par le Mexique, Nicolas. Mais moi aussi, mais c'est tout le temps un peu comme ça, si tu veux, on fait des super matchs. Le Mexique, ils sont jamais décevants, hein. Ouais. Mais on a toujours des regrets, si tu veux, parce qu'on sait que les gars, ils pourraient faire un peu plus, quoi. Mais bon, ça, c'est une question de niveau aussi, c'est une question franchement, de championnat. Un peu plus, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, tellement ils donnent. Leur limite, hein, c'est ce que t'as dit. C'est finir un jour premier pour croiser une équipe facile, parce qu'à chaque fois, ils prennent du lourd, mais tu regarderas, même sur toutes les fois, je sais pas s'ils ont toujours fini 2e. Je me souviens plus, en 94, ils doivent terminer. Je me demande s'ils finissent pas premier cette année-là. Ouais, et puis à l'arrivée, ils ont pas de bol. Ils croisent quand même avec pas de bol. Donc il y a ça c'est une des limites, un petit tirage favorable. Et après, moi je pense qu'ils donnent le maximum, mais peut-être qu'il vous manque aussi 2-3 bons joueurs à certains postes. Hein. Et moi je pense qu'ils tirent le maximum de ce qu'ils peuvent faire depuis des années, les Mexicains, vraiment. Alors j'aimerais quand même que mon petit Stéphane, tu réagisses à ce qu'a dit le sélectionneur mexicain Osorio à propos de Neymar. Alors. Il dit c'est une honte pour le football. Nous avons perdu beaucoup de temps de jeu à cause d'un seul joueur, à cause de l'arbitrage qui a trop souvent arrêté le jeu pour trop de fausses fautes. Par exemple 4 minutes à un moment. Ça c'est le coup. Il a le coup sur la cheville là. C'est un mauvais exemple pour tout le monde et tous les enfants qui regardent les matchs. Le foot c'est un sport d'hommes, dit Osorio. Il ne devrait pas y avoir autant de comédie. Ça a eu un impact sur notre jeu. Mes joueurs se sont énervés.
Quoi dire de plus Que répond-on au Brésil? Sur ce moment-là, il y a une journaliste brésilienne qui a tout de suite pris le micro. Il lui a posé une question en disant mais comment vous pouvez dire ça justement? C'est ce moment-là où vous piétinez notre joueur qui est par terre. Et en là, fait, le truc c'est que c'est l'excès dans les deux sens. Voilà. Et il dit no lo vi. Parce que Layún, il est franchement, même s'il fait rien, enfin s'il fait pas mal et ça doit pas enchaîner la réaction de Neymar, il est pas obligé non plus d'aller poser le pied comme ça sur le tibia, tu vois, il est pas obligé d'aller mettre le pied comme ça. Bon, après, donc dans les deux cas, il y a de l'excès. Aussi, hein. Voilà, moi après la question je pense c'est que ça c'est une vraie question par rapport au football et ça me fait rappeler l'histoire, c'est Pierre et le Loup, non? Ça existe, Pierre et le Loup, mais voilà, mais par rapport à Neymar, c'est le fait où quand tu surjoues à chaque fois. Ah oui, à force de crier au loup, oui, voilà. Ça va, il va se faire blesser pour de vrai. Au jour où il va être cassé en deux, l'arbitre va dire vas-y, tu es en train de faire semblant, je te connais, ça fait longtemps. Et pour moi aujourd'hui, de toute façon, la grande question est que surjouer quelque chose annule une faute? Non, bien sûr que non, bien sûr. Moi, je dis autant que Layún n'est pas obligé de faire ça, et que Neymar n'est pas obligé non plus de se rouler 1000 fois et rebondir dans tous les sens. Non, après, moi, ça fait partie du foot. Moi, ça, je m'en fous. Les mecs, j'ai toujours dit que les gars qui veulent se comporter comme des garces sur le terrain, ils le font. C'est pas grave, ça fait partie de la culture de ce sport. Après, moi, j'aime bien m'en moquer, en revanche. Bah oui. J'aime bien me moquer de Neymar. Après, j'aime bien rigoler de Layún qui va mettre. Le mec, il est pas obligé. Il va chercher le ballon. Exactement. Attends, je vais juste poser le pied là, genre pour te montrer. Il a appuyé un peu, mais bon, pas de là à faire 3 roulades. Non, justement, il veut juste mettre le pied pour lui montrer. Oui, exactement. Mais globalement, il exaspère quand même à chaque fois. Non, mais sur ce geste-là, sur ce geste-là, qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, le Neymar, ce qu'il veut, c'est qu'il se fasse expulser. Ouais. Donc. Tu peux dire c'est bien joué de sa part. Il prend des coups. C'est pas non plus génial. Il prend des coups dans le match. Il en cherche souvent. Et plus ces derniers temps. C'est là-dessus, moi, que je voulais faire le parallèle, c'est que Neymar, il a toujours pris des coups. C'est sa façon de jouer. Il y en a un paquet qu'il pourrait éviter. Moi, je trouve qu'il joue avec le feu. Mais à Barcelone, tout ça, il en prenait. Le problème, c'est que là, depuis, on va dire 1 an, depuis qu'il est arrivé au PSG. Alors je sais pas si c'est dû à la façon de jouer du PSG ou quoi que ce soit, comment il est traité au Paris Saint-Germain, mais j'ai l'impression que souvent il met le pied sur le ballon et il les cherche. Et vu qu'il les cherche, c'est ce que je dis tout le temps. Il en prend et que des fois t'as l'impression qu'il prend pas des gros et il en rajoute juste pour que les mecs prennent des cartons. Donc forcément ça énerve l'adversaire. Lui, à l'arrivée, ça peut aussi l'énerver parce que si ça tourne pas dans son sens, donc ça vraiment il va falloir. Je sais mais pas. Il a diminué sur ces derniers matchs. Il a vraiment diminué. Stéphane, on a fait le tour ou tu veux rajouter un truc? On parlait de la France. Si jamais, oui, je vais me projeter en demi. Moi, je pense qu'il y aura vraiment une grosse probabilité d'avoir un Brésil-France. Toi, tu veux ta revanche, toi? Et on veut la revanche, mais ça fait encore peur parce qu'en 2006, on voulait la revanche. Et voilà, et on l'a pas eu. On a eu dans les titres les journaux titrés. Il fallait pas que Roberto Carlos fasse ses lacets. À un moment, ça finit par tomber. Hein. Voilà, et c'est ça. À un moment, on arrête d'être une bête noire. Voilà. De toute façon, tu restes pas toujours une bête noire, mais. Mais les titres de l'époque disaient le seul Brésilien sur le terrain, Zidane, en 2006. Donc, est-ce qu'on n'aura pas comme les journaux l'ont pu titrer, liberté, égalité, Mbappé. Et est-ce qu'on n'aura pas Moi, je vais te dire, Tourelle, s'il a Mbappé contre Neymar, il se prépare un été chaud. Hein? Moi, j'ai croisé des supporters du PSG, là, tout le monde me dit ça depuis ce matin. Qui dit quoi? Que il va y avoir un problème Neymar et Mbappé après cette Coupe du Monde. Ah si, ça monte. J'ai développé la théorie hier soir. Oui, tu l'as développée, et elle monte. Mais évidemment qu'elle monte, évidemment. Mais je comprends pas qu'on se rende pas compte de ça. Mais que putain, aller chercher des problèmes. Les égos. Les égos, exactement. Mais déjà, c'est pas le lieu de penser à ça. Déjà, attendre de voir la Coupe du Monde ce qu'elle donne. Neymar, ça va vite arriver. On verra. Regarde, c'est comme dans l'after. Jérôme fait 1 heure de BFM TV, ça énerve Daniel. Et après, Daniel fait 2 heures de BFM TV, ça énerve Jérôme. Tu vois, ça monte. Moi, j'en suis pas là. Jérôme, oui, mais moi, vraiment pas. Moi, je suis la simplicité même. Ce soir, la télévision publique espagnole. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? La télévision publique espagnole annonce ce soir que le Real a fait une offre au PSG 310 millions pour Neymar. L'after Russie 2018. Tu me prenais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Gilbert Bribois.
Messieurs, Suède, Suisse 1-0, les Suédois sont qualifiés. Ils affronteront donc les Anglais qui ont fait un partout face aux Colombiens et qui ont gagné au tir au but 4-3 ce soir. Et évidemment, qui dit Angleterre qualifiée, dit Philippe Auclair qui nous rejoint. Philippe, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Non, Philippe, t'as pas le droit de sourire. Je t'attendais tellement ému, je pensais à des larmes. Ah, et j'ai pas eu des larmes, j'étais confiant avant la séance de tir au but. Ouais, non, non, je suis un menteur fini. Parce que tu te dis un jour ou l'autre, faut bien que ça s'arrête. C'est la première, oui, absolument. C'est la première séance de tir au but que l'Angleterre remporte de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est la deuxième en 7. Donc, c'est en effet, même si c'était préparé depuis un bout de temps, même psychologiquement, tactiquement, tout ce que tu voudras, c'était quand même assez dur à supporter. Mais bon, ils sont en quart de finale. Alors, les gars, démarrons tout de suite sur effectivement ce tableau qui est quand même assez bluffant parce que on a donc Croatie-Russie et Suède-Angleterre. Une de ces 4 équipes va aller en finale. Oui. C'est un peu dingue quand même. Et très franchement, l'histoire de l'Angleterre récente ne nous permettait pas d'imaginer que cette équipe puisse aller en finale d'une grande compétition. Et là, ce qui leur tombe dessus, ils ne peuvent pas le laisser passer. Alors, excuse-moi, mais moi je mise sur la Croatie. Non, mais bien sûr, objectivement, on peut évidemment dire que la Croatie c'est mieux, objectivement. Mais dans cette partie de tableau, eu égard à tout ce que représente l'Angleterre, à ses clubs, à ses joueurs, à leur championnat, une opportunité comme ça, ils ne peuvent pas la laisser passer. Que la Croatie soit collectivement plus forte. Les Anglais, t'as vu ce qu'ils ont montré ce soir? Moi, j'ai du mal à envisager. Je suis d'accord, Gilbert. Mais qu'ils le fassent avec les genoux, la tête, les coudes, qu'ils fassent comme ce soir en jouant 60-70% du temps pas bien, peut-être même plus, peu importe. Ils ne peuvent pas laisser passer cette opportunité. Un tableau comme ça, ils le reverront jamais. La Suède, aujourd'hui, ils font ce qu'il faut faire pour se qualifier. Ils font un bon match. Et ils seront pas simples à jouer, parce qu'ils sont assez compliqués. Est-ce que vous envisagez que Toivonen peut jouer une finale de Coupe du Monde? Et pourquoi pas? Dans cette partie de tableau, je te dis, ça me semble vraiment très ouvert. Maintenant, moi, je reviens sur ce rendez-vous. J'aimerais, Philippe, ton avis là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, les commentateurs en Angleterre, mais c'est un cap énorme de franchi pour la sélection. C'est énorme ce qui s'est passé ce soir. Mais là, pour moi, ils ont un rendez-vous avec leur histoire, là. Ils peuvent complètement, pas. C'est un rendez-vous avec le destin. Là, c'est une opportunité parce que dans leur histoire de grande compétition, c'est quand même une sélection qui souvent a pas eu de bol. Il faut aussi le dire parce qu'on leur tape un peu dessus depuis 66, ils ont jamais rien fait. C'est vrai qu'ils ont eu des périodes de trous noirs où leur équipe pouvait faire marrer, mais il y a eu quand même de très belles sélections qui sont tombées justement dans ces séries de pénaux assez souvent, et donc quand tu tombes au pénaux, tu tombes certes, mais enfin bon, c'est quand même un peu particulier. Je lisais encore ce matin l'interview très bonne de Terry Butcher dans l'équipe qui revenait un peu sur 90 et qui disait ouais, on perd au pénaux, on avait une super équipe et je suis sûr qu'on aurait gagné la Coupe du Monde en battant l'Argentine en finale, ça aurait été, enfin tu vois, c'est en plus qui disait tenez la route quoi, tu vois. Donc souvent tu vois, ils ont dans ces séances de pénaux pas rencontré leur destin. Là, avec cette sélection qui franchement joue pas génial, mais j'espère qu'eux vont croire qu'ils peuvent le faire. Bah justement, parlons un petit peu de cette Angleterre, Jérôme, et notamment de ce qu'a fait Southgate, parce que pendant le match là, il a donné le bâton pour se faire battre quand il fait ses changements, qu'il veut bétonner là à 20 minutes de la fin, alors qu'il a le match en main. Franchement, je sais pas si ils ont eu le match en main au bout d'un moment, parce que c'était pas un bon match à regarder, hein. Il y a beaucoup c'est un match moment très très moche même. Ouais, beaucoup trop de fautes, beaucoup d'agressivité de la part des Colombiens. Les Anglais ont répondu par de l'agressivité aussi, donc à l'arrivée ça donne un match où ils se neutralisent, il y a très peu d'occasions de but. En effet, les Anglais, en ouvrant le score, tu te dis bon, peut-être que les Colombiens vont un peu plus sortir. À l'arrivée, ils sont même pas plus sortis parce qu'ils sont retombés dans beaucoup d'énervement, de contrariété, de la frustration, alors que le penalty, il est là, hein, il existe. Derrière, ils ont la chance de revenir sur un coup de pied arrêté, mais à l'arrivée, quand tu fais autant de fautes
dans le jeu, que ça soit les Anglais ou les Colombiens, tu reviens en général sur un coup de pied arrêté. Ils ont de la taille, les Colombiens. La preuve, c'est que Mina, il a quand même mis 3 buts en 3 matchs dans cette compétition. Donc t'es pas à l'abri. Et puis derrière, c'est de la gestion, parce que je pense que les Anglais, mine de rien, comme les Colombiens, étaient très fatigués sur la prolongation, et que tu l'as vu, hein, la performance. Ils font une très bonne deuxième période, Jérôme, en prolongation, les Anglais, en fait. Ouais. Oui. T'as l'impression que les Colombiens se sont dit bon, on va aller au tir au but et c'est fini, on n'en parle plus. Et c'est une question de dynamique. Et moi, je pensais franchement, après l'égalisation qui est quand même assez extraordinaire, à la 93e, après un arrêt, mais je l'ai pas encore revu, mais il y a un arrêt absolument hallucinant de Pickford juste avant le corner. Juste avant le corner. Incroyable. L'Angleterre s'est trouvé un gardien. Première chose. Ça, nous, on le suit depuis un bout de temps, Jérôme. C'est vrai. Pickford, on l'aime beaucoup. Là, on a la confirmation. Encore une fois, dans le jeu, ça n'a pas été fantastique, mais c'était un match complètement pourri, disputé dans un esprit dégueulasse à certains moments, avec un arbitre qui était complètement dépassé par les événements, qui a rien compris à rien. J'espère que celui-là, on le verra plus jamais. Oui, enfin, attends. Je vais pas forcément le défendre, mais franchement. Tu vas pas le défendre. C'est gros n'importe quoi. Attends, Philippe, le comportement des joueurs et tout. Le mec, il a essayé de faire le maximum, mais à un moment c'était insupportable. Non, mais il était nul. Il y avait du cinéma dans les deux sens. Dès qu'il y avait un contact, c'était horrible. Franchement, c'est pas que l'arbitre qui est responsable de ça. L'arbitre passe à côté de l'événement, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que il y a des matchs comme ça qui sont super durs à arbitrer, parce que ce match qui n'était pas d'une grande qualité technique, loin s'en faut. Monsieur de rien qui pouvait s'en sortir. Il est pas aidé par le fait que lorsqu'il doit y avoir un carton rouge sur Barrios, je sais pas comment il finit le match, il est pas aidé par ça. Et du coup, les joueurs ont décidé de placer le match sous coup de la violence, des coups, du trucage. Il y a eu beaucoup d'actions de ce genre-là des deux côtés. C'est vachement dur à arbitrer, mais c'est vrai que lui est un peu passé à côté. S'il avait mis un rouge à un moment, on lui aurait reproché en lui disant mais pourquoi il met un rouge. C'est dur de mettre un rouge sur Barrios, on lui aurait pas reproché. Il y a un coup dans la mâchoire. Attends. Non, mais si tu mets un rouge, t'allumes parce que c'est allumé dans les deux centres. Donc là, après, il va vouloir faire dans la compensation pour aller en sortir un autre. Enfin, le mec, franchement, c'est très compliqué pour lui de s'en sortir sur ce match. À la limite. Est-ce que je peux me permettre de vous faire une comparaison, les gars, quand tu gagnes, tu ne gagnes pas d'ailleurs au tir au but. En fait, tu te qualifies, mais tu ne gagnes pas le match. Le match, c'est un match nul. Je me souviens qu'en 1998, l'équipe de France, elle passe contre l'Italie dans un trou de souris grâce à deux genoux qui s'appellent Thierry Henry et David Trezeguet. On est d'accord, on se souvient de ce match contre l'Italie. Enfin, surtout, le mec qui rate le péno aussi quand même. Surtout, oui, mais bon, ça fait partie de la chose. Ceux qui ratent le péno, ceux qui arrêtent les pénaux, etc. Ce que moi je retiens du match de ce soir, avant toute autre chose, c'est le fait que, pour moi, mentalement, l'Angleterre et psychologiquement a passé un cap énorme dans son histoire. Il y avait une espèce les Anglais appellent ça un albatros, hein, c'est le fameux poème de Samuel Coleridge. Et tu as un albatros autour du cou qui te fait te baisser vers la tête et tu ne peux jamais plus la rehausser. Là, ils sont qualifiés. L'albatros, c'est Pickford sur le tir d'Ouribé, hein. Parce que là, justement, je suis en train de revoir l'action au ralenti, là. Ouais, non, mais même l'arrêt. Il fait un arrêt, mais c'est un truc de là. C'est hallucinant, cet arrêt. Il était hallucinant, cet arrêt. Là, t'avais Joe Hart dans les cages, ton pote, là. C'était Colombie en quart, mon vieux. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais bon, si tu veux, du point de vue. Ils avaient bossé sur les pénaux, il paraît qu'ils avaient consulté pendant longtemps des psys, qu'ils avaient fait des études scientifiques sur qui, quoi, comment les tirer. Qui, quoi, comment, etc. Tu sais, en plus, il y a un vrai traumatisme, quand même. Mais complètement, et surtout pour Gareth Southgate, tu te souvienras sans doute qu'en 1996. Ouais. Et ce qui se passe en 96, c'est que lors de la séance des tirs au but face à l'Allemagne, Bobby Robson demande qu'est-ce qui va tirer les pénaltys parce qu'il a absolument rien prévu. Et Gareth Southgate, qui est un bon mec, lui dit écoute, moi je suis volontaire si besoin est, etc. Puis on lui dit t'en tires un. Et il dit à ce moment-là, mais j'en ai jamais tiré de ma vie. Et le pénalty qu'il loupe contre l'Allemagne en demi-finale, c'est le premier tir au but qu'il fait de sa vie. Et là, du coup, tu peux imaginer devenant sélectionneur, il change complètement sa position sur la chose, donc tout a été préparé, à savoir on étudie la façon dont Ospina va plonger, on va étudier la façon dont les joueurs, et même les remplacements sont faits en fonction des pénaltys. Par exemple, le fait que Rashford entre, qui tire un très très bon penalty, c'est pas dû complètement au hasard, c'est pas seulement au fait qu'on va voir un mec hyper rapide. La seule chose qui m'étonne, c'est que Jamie Vardy en prenne pas, parce que lui il est très bon dessus. Mais... c'est un geste technique, donc est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un énorme trou sur le pied d'appel, sur le déjà t'as vu que le
penalty, on parlait de geste d'anti-jeu des Colombiens. Oui, t'as vu le penalty, ce qui est quand même incroyable quand même. C'est le latéral là, qui a ruiné le penalty de Kane pendant le match. Ça lui va bien parce qu'à l'arrivée, Harry Kane, il l'a bien mis. C'est un peu classique. Mais les pénaux. Non mais justement, attends, et un truc. Alors, un petit secret de coach concernant les séances de tir au but. Il y a des coachs qui mettent toujours 2 gauchers sur la fin de la séance de tir au but. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que souvent, effectivement, l'endroit du pied d'appel du droitier est abîmé, et donc ils se disent autant essayer d'avoir. Il peut y avoir ce genre d'astuce. Ajoutons dans ma série de malédictions, parce que tu remarqueras que souvent je défends un peu ta sélection avec son histoire dans les grandes compètes, mais on peut ajouter 98 le vrai faux but de Campbell. En 2010, alors c'est vrai que l'Allemagne était très forte, mais l'histoire du match aurait peut-être été différente avec ce but refusé à Lampard, là, le ballon qui était rentré. Quand il s'agit d'accumuler un peu les guignasses, ils ont souvent été là, les Anglais. Ils sont bons, mais donc là que cette ce soir, fois-ci, ils s'en sortent. C'est pour ça que je te dis, avec un tel tableau, et surtout après avoir encaissé Daniel. C'est décevant. On verra. Bon, alors, écoute, ils sont en quart de finale, c'est déjà très bien. Oui, mais surtout le fait. À un moment du match, on le rappelle, à la rue, faut quand même le dire, sur la fin. Ils ont mené. À quel moment? Tu m'expliques, à la rue, j'ai pas vu. À la 93e, quand les Colombiens égalisent, c'est ça, la 93e. Dernier quart d'heure. À partir du moment où il fait rentrer ces 2 mecs défensifs, là. Oui, ça, c'est une erreur que j'ai du mal à expliquer. Non, Philippe, ils étaient aux abois, tu peux le reconnaître. Fin du match et début de la prolongue. Les Colombiens, à ce moment-là. Mais bon, en fait, ce que je comprends pas, c'est comment ils ont pu perdre à ce point le contrôle du match. Bon, après tout, les Colombiens ont le droit d'exister, mais la Colombie qui aujourd'hui, on l'a vu privée de Rames, a plus personne pour s'occuper du jeu. Ils sont en grosse difficulté, et Quintero, qui est pas encore peut-être capable d'enchaîner autant de matchs parce qu'il joue pas assez souvent. Mais quel joueur, Daniel, quand même. À ce niveau-là, non, mais on aime les joueurs techniques, évidemment. Mais Rames, il manque vraiment beaucoup à cette équipe. Et l'Angleterre pouvait en profiter. Il mène, et à la fin, pourquoi Southgate fait ces changements? On sait qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, pendant 20 ans, tu faisais rentrer le défenseur dans le dernier quart d'heure, tu verrouillais. 8 fois sur 10, ça marchait. Aujourd'hui, 8 fois sur 10, c'est le contraire. T'es puni immédiatement quand tu fais ce genre de changement. C'est quand même une nouveauté du foot moderne, ça. Oui, mais je pense que Eric, d'ailleurs, en l'occurrence, c'était un changement. Il rentre et fait une boulette, le mec. Mais complètement. Et il avait fait un match épouvantable contre la Belgique. C'est pas un mauvais joueur du tout. Mais lui, c'est étonnant. Il est quand même, c'est quand même pas un tocard. Mais alors, à chaque fois qu'on le voit, c'est pas un tocard. Mais en plus, l'espace où il devait être, qui était en fait en milieu de terrain, un petit peu sur le côté droit, absence complète, et du coup les Colombiens en ont profité, et c'est le moment où la Colombie a en fait sa meilleure phase pendant le match. Mais cela dit, Gilbert, je te trouve quand même très très sévère. L'Angleterre à la rue, pas vraiment. Elle a été en difficulté pendant en effet 15-20 minutes à la fin du temps normal, mais égalisation à la 93e, et en prolongation, c'est l'Angleterre qui termine le plus fort, mais de très très loin. Donc n'exagérons pas. Mina, c'est un remplaçant de ça. Non mais Mina, quand tu compares aujourd'hui Piqué, Umtiti et Mina, vous faites quoi vous? Mina, bien sûr. Bon, après attention, après les contextes parfois on peut tirer des plans sur la comète au bout de 3 matchs. On l'a vu jouer sur 3 matchs. Il a été très bon. Il dégage un truc. Mais il a l'air serein techniquement. Il est quand même très imposant, et dans les duels, il est rarement. Le mec qui monte, bim, il met un coup de pied à chaque fois. Pratiquement, il saute aussi haut que Ronaldo. Il saute très très haut. Tu sais, vous avez mis en. Et il saute plus haut que Maguire sur le corner. Et Maguire dans le jeu aérien est formidable. Mais Mina, de toute façon, j'en parlais avec des supporters de Barcelone, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est un joueur vraiment exceptionnel. Mais franchement, derrière David Sanchez et lui. Moi, je veux bien qu'on me parle à juste titre. On met en avant la charnière du Brésil. Mais celle-là, elle est bien. Mais celle-là, elle a été impressionnante. Parce que dans une équipe qui était quand même aujourd'hui pas exceptionnelle, qui mettait beaucoup d'impact, beaucoup de duels, des fautes et tout ça, putain, ils ont endormi les attaquants anglais. Et c'est pas facile parce qu'il y a quand même de la vivacité, du talent. Regarde la photo. On a une photo de lui sur BFM Sport, il a un strabisme divergent. Ça va être côté défense centrale. Comme ça, tu vois à droite et à gauche. Apparemment, il va repartir, là. Il a des fausses airs. Un truc que je vous conseille, les gars, c'est de regarder à nouveau l'arrêt de Pickford. Je l'ai dit il y a quelques instants. Comment s'appelle ce comédien, là, qui est très à la mode, là? C'est hallucinant, cet arrêt. Ouais, hallucinant, en effet. Oui, il ressemble un peu à Ahmed Silla. Ahmed Silla? Un peu, ouais.
Ok. Si. Un mélange d'Ahmed Sileh et de Carlos Moser, alors. Le fils des deux. En espérant qu'il trouve un club où il va avoir du temps de jeu, parce que franchement, ce qu'il nous a montré sur 3 matchs là. En même temps, Piqué veut faire du business, peut-être que Piqué peut laisser sa place. Il a égalé un record. Tellement de dossiers, Piqué. Mais je crois qu'ils sont déjà remis d'accord pour un départ. Il est arrivé au mois de janvier. Il a pas joué du tout et apparemment lui était pas content. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent apparemment. Ouais, c'est ça. Donc tu sais, la Coupe du Monde, tu fais 3 bons matchs, d'un coup ça se bouscule au Portier. Il a égalé un record parce que c'est la première fois depuis Breitner en 74 qu'un défaveur marque 3 buts sur 3 matchs en Coupe du Monde. C'est rigolo ce genre de stats. Aujourd'hui, il est bien aidé. Les mecs qui sont on a Pavard, il va en mettre 4. Ah d'accord, ok. Pavard c'est pareil. Hein. Son but de folie, même si dans le match il fait plein de boulettes, et hop, ça se bouscule au portillon. Tout le monde le veut, l'arrière droit. Exactement. Le but qui change. Il va pas rester à Stuttgart. Hein. Bon, est-ce que tu as déjà eu quelques réactions en Angleterre là sur ce qui se dit, tu vois, les mecs un peu influents Non, ce que j'ai entendu, c'est le son des bouteilles de champagne qui sautaient, des bouchons qui sautaient. Je pense que dans les pubs, non, je pense que les gens sont un petit peu terrassés par l'émotion. Mais je pense que ce dont on va parler en Angleterre demain et dans les jours qui viennent, c'est le fait que c'est un seuil psychologique qui a été passé. De la même façon que on en parlait avec Jérôme avant cette rencontre. Le but tardif contre la Tunisie, l'Angleterre ne l'aurait pas marqué il y a 4 ou 6 ans de cela. Cette séance de tir au but, l'Angleterre ne l'aurait pas emporté il y a 4 ou 6 ans de cela. Il y a un changement, c'est une équipe très jeune. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Tiens, je te dis pas qu'il y sera, mais c'est pas possible du tout. Oui, vas-y, Daniel. Non, c'est comme quand on parle Angleterre, tu sais bien, j'aime bien les petites références avec l'histoire, et comme ça, tu check et tu vérifies. L'Angleterre et son histoire particulière avec Tottenham, qui a toujours fourni c'est un club moins en vue que tous les autres qu'on connaît plus, là, les Manchester et les machins. Mais la sélection anglaise a toujours eu besoin de ces joueurs de Tottenham, et quand il y en a plusieurs dans l'équipe, c'est pas un peu là qu'ils vont un peu plus loin, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y a un lien particulier entre le club et la sélection, non? Ouais, peut-être, tu peux peut-être penser ça. 90, il y en avait pas mal, là il y en a. 90, il y avait Gascoigne, il y avait Waddle, il y avait Lineker, et 98, tu pourrais dire que 98 c'était Glenn Hoddle qui était sélectionneur, qui était un ancien Tottenham. 66, il y en a quelques-uns. Ce club aime la sélection, quoi. Parce que globalement, les gens sont déçus par la qualité de la rencontre, parce que nous on retient la séance de tir au but, le côté un peu dramatique de la fin, mais dans un match, l'espèce de tension et de non-jeu là ce soir, c'était horrible. Dans un match qui est pas bon, c'est déjà bien, et parce que c'est un match à élimination directe, qu'à la fin ça se termine de cette façon un peu, on va dire un peu dramatique, et avec en plus en prime avant une super fin de match avec cette égalisation à la 93e, c'est déjà pas mal dans un match de Coupe du Monde. Après, bon, tous les matchs n'ont pas été bons, celui-ci, oui, moi aussi parfois ça m'a ennuyé. Mais bon, ça a été compensé par les coups, le vice, le trucage. On a déjà vu ça dans les Coupes du Monde. Franchement, je préfère encore ça à 2 équipes qui jouent absolument pas du tout. Là, je suis pas fan de ce que j'ai vu. J'ai pas passé une super soirée. Mais cette égalisation à la fin, là, prolonge les pénaux. Moi, ça m'a sauvé ma soirée quand même. Ça m'a sauvé ma soirée. En fait, on est. Moi, je suis surpris, oui, parce que à l'arrivée, quand il y a un but dans le match qui peut débloquer, on va dire à l'heure de jeu, la rencontre, qu'une équipe colombienne qui est quand même très décevante aujourd'hui. Alors je veux bien que Rames n'était pas là, et Rames c'est un super meneur de ballon, et que cette technicité te la ramène encore plus. Quintero aujourd'hui, physiquement il a pas tenu le rythme. Au bout de 20 minutes il s'est éteint, et puis après il a passé le match à courir après le ballon. Le Quintero de Rennes. Ouais, plutôt. Ouais. Forcément ça s'est ressenti avec les attaquants qui touchaient plus le ballon. Falcao il redescendait trop bas, et donc quand t'as une équipe comme ça qui refuse le jeu, qui met beaucoup d'impact, qui triche, les Anglais ils sont tombés là-dedans, et les Anglais ils ont été incapables aussi de ramener de la qualité technique
pourtant ils sont capables avec les joueurs qu'ils ont. Mais je suis déçu d'Ele Ali. Alors est-ce qu'il est, à mon avis, il est blessé. Il y a un problème. C'est ça. Mais bon, il joue au bout d'un moment, s'il est blessé, parce que je le voyais en fin de première mi-temps, s'est tiré, il est même tombé. On croyait qu'il allait sortir, il est revenu. Mais absolument. Le mec, il est pas à 100%. Donc et même quand il est à 100%, il est tellement inconstant que des fois il est énervant. Pourtant c'est un beau joueur, hein. Mais là, quand t'as un milieu de terrain comme ça qui arrive pas à mettre le pied sur le ballon, à vraiment orienter, mettre du rythme. Derrière, Harry Kane, je l'ai vu. Harry Kane, au bout d'un moment, en première mi-temps, il est venu sur la ligne de Henderson pour récupérer le ballon et commencer à jouer pour toucher le ballon. Mais c'est pas possible quand les attaquants comme ça ils dézonent, surtout que t'en as qu'un. Sterling, il est partout et nulle part. Pour Harry Kane, je suis pas totalement d'accord avec toi, Jérôme, parce que je pense qu'il fait un très très beau match. Non, mais attends, non mais Philippe, c'est pas une critique contre Harry Kane. Je te disais que lui, il est obligé de venir décrocher pour toucher, participer au jeu. D'accord. Mais le problème, c'est quand il fait ça, forcément, il manque un petit peu de lucidité devant ou de présence devant quand le ballon arrive vite sur les côtés. Et pourtant, t'as Young, il fait ce qu'il peut. Il joue sur le côté. C'est pas un mauvais joueur. Il tire bien les coups de pied arrêtés, tout ça. Mais dans l'animation offensive, Non, mais continue. Mais Young, en plus, a un rôle très important ce soir, c'est que c'est lui qui calme tout le monde. Ouais, non, mais c'est vrai. Quand l'Angleterre est sur le point de perdre globalement, c'était quand même pas fameux. C'est difficile de sortir un mec qui a bien joué pour l'Angleterre. Moi, j'ai bien aimé Trippier, encore une fois. Moi aussi. Trippier, c'est le seul. Mais bon, c'est quand même le mec, il est quand même... Et Jordan Pickford, le gardien, excusez-moi, qui fait un superbe match. C'est vrai, il aurait dû jouer à l'époque de Terry Butcher. Terry Butcher avec Trippier et Franck Leboeuf. Et Jordan Pickford qui sort un match exceptionnel avec son arrêt. T'as trouvé un gardien, il était temps quand même. Ah mais ça fait un bout de temps quand on parle de Jordan Pickford, Jérôme et moi. Mais il nous écoute pas, donc ça l'intéresse pas qu'il regarde pas les matchs. Pickford, il a le match de Pickford. Oui, mais le match, il est formidable. Il est tout simplement formidable à tout point de vue. Pickford, je t'ai dit. Voilà. Donc les matchs d'Everton, non, excuse-moi, je les regarde pas tous. Il y avait un Lyon Everton. Il y a Wayne Rooney. Ah oui, avec le supporter qui a mis une baffe avec son fils dans. Tiens, je vois un journaliste anglais qui tweet Jordan Pickford pourrait arrêter le Brexit. Tu vois, donc ça. Philippe, merci beaucoup. Écoute, bonsoir les gars. Écoute, je suis encore là. J'ai ma tante, je pose les piquets. Allez, dimanche, c'est pas de match. On est là. Ouais, très bien. Écoute, bravo, hein, tu n'es pas encore en vacances, contrairement aux autres drôles de dames, qui elles sont c'est ce qu'il disait aussi. Qui elles sont j'ai vomi, j'ai pas dormi l'œil de la nuit. Il disait. J'ai pas dormi l'œil de la nuit. Alors attends, on a la version originale. Écoute. Hier soir, quand je rentrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi. C'est magnifique. Et je te promets, je l'invente pas. Il nous disait, j'ai pas dormi l'œil de la nuit. Tu viens quand tu veux dans l'after, on va rigoler. Allez, revenons sur le Suède-Suisse. Si vous le voulez bien, donc Cavani forfait, vous l'avez compris. On a avec nous Samy, qui est d'origine suédoise. Salut Samy. Bonsoir messieurs. Salut Samy. Bon, Samy, la dernière fois que la Suède est en quart de finale, c'était en 94. Ah, ça fait 94. Alors celle-là, elle est un peu moins exceptionnelle quand même, faut le reconnaître. Ah, elle est beaucoup moins exceptionnelle. Elle a un gros cœur, mais c'est vrai que effectivement, au niveau du jeu, c'est pas fantastique. C'est un groupe qui est en place, qui est avec un très bon état d'esprit. Il y a pas d'individualité à part Forsberg, qui est certainement le seul joueur de ballon dans cette équipe. Ouais, c'est un très bon joueur de foot d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est vraiment un très très bon joueur qui, je pense, s'il n'y avait pas toutes les blessures, a pu faire une carrière un peu après, plus... c'est un peu dur de passer sous silence le toucher d'Egdal, mais sinon... c'est vrai qu'il en a raté 2 ou 3, là, quand même, c'était assez... mais bon. Et, en fait, la vérité, c'est qu'il vous manque vachement, Zlatan. Ah bah ça se voit. Bah non, mais toutes ces années, en fait, où les Suédois n'étaient plus là, c'était parce que lui était là, justement. Parce qu'il plombe un collectif, ce mec, de toute façon. Donc c'est comme ça. C'est l'histoire de sa vie. Hein. Oui, sauf si vous faisiez la Coupe de Scandinavie, là, je pense qu'il vous faisait gagner en claquant un triplé par match. Voilà. C'est possible. Bah oui, c'est comme il fait tout le temps, c'est sa vie. Je claque contre les faibles, et voilà. Voilà, après je voulais aussi rajouter au niveau de la défense, parce qu'on a certainement une des meilleures défenses de ce mondial. Ouais. On a été vraiment très très solide sur ce match. Parce que les Suisses ont vraiment ont eu quasiment aucune occasion franche du match, donc ça c'est quand même à signaler.
Ouais, ça on en parlera avec nos amis suisses après, mais ils ont été très très décevants les Suisses, mais alors très décevants. Un supporter suédois les Suédois ont mieux joué. Moi je m'attendais à ce que ce soit les Suisses qui fassent le jeu et les Suédois qui attendent. Pas du tout, quoi. C'est les Suédois qui ont joué. J'ai même vu des enchaînements. Je pensais même pas qu'ils étaient capables de le faire. Les Suédois l'a dit sur Twitter, on est plus fort ensemble que Zlatan tout seul. Mais ouais, rappelle-toi les interviews des joueurs quand il annonçait qu'il reviendrait peut-être et tout ça, ils en voulaient pas. Personne en voulait. Et je me souviens le gardien de Guingamp qui avait dit ça. Il y avait un milieu de terrain aussi. Le gardien de Guingamp. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est marrant de dire le gardien de Guingamp quand tu parles de la Coupe du Monde. Eh ouais, mais bon. Vas-y, dis l'attaquant du TFC. Non, l'attaquant remplaçant du TFC. Non, mais c'est vrai. Franchement, vous l'imaginez, Toivonen? Franchement, il y a un problème avec Toivonen. Parce que quand il était... Non mais j'imagine. Non mais attends, ils y sont. Non mais genre, franchement, vous trouvez pas qu'il y a un problème avec ce joueur? Parce que quand on le voit, c'est pas un mauvais joueur, Toivonen. Honnêtement, ce qu'il fait avec le ballon et tout, c'est pas un tocard. Et quand on l'a vu en Ligue 1, à part par bribes de temps en temps où il a eu des courtes périodes où il était plutôt pas mal, il a pas marqué les esprits. En direct de la rédaction de RMC Sport, c'est le journal moyen de la Coupe du Monde. Adrien Aigouin. Monaco-Lens, nous sommes sur France O, donc sur France Télévisions, et sur France Télévisions, il y avait Daniel Leclerc. Il est censé réaliser l'interview d'un jeune joueur de Monaco qui est âgé de 17 ans, qui est prometteur. Début de l'interview, il porte le maillot de Monaco, c'est avant le match Mbappé. Daniel Leclerc. Première interview de Daniel Leclerc avec Kylian Mbappé. Exactement, avec Taylor Moore. C'est vrai que c'est un grand moment. Taylor Moore, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian, pardon, excusez-moi. Alors, je lui ai couru après, alors. Oui, c'est bien connu. Quand tu cours après les gens, tu ne les reconnais pas, surtout quand ils sont en maillot de Monaco et que le mec joue à Monaco. Alors. Non, c'est pas ça le truc. Attends. C'est chaud pour se tromper quand même, Jérôme. La suite de l'interview, c'est la première interview d'Mbappé à la télé. La suite. Kylian, bon, alors c'est vrai que c'était un grand moment, on en a parlé tout à l'heure avec Gervais Martel. Pourquoi Martel ? C'est une grande émotion de fouler cette pelouse. En plus, c'est le moment de montrer que la formation lensoise est très très forte. Et oui. Et le petit Kylian, déjà professionnel à l'époque, 17 ans, qui glisse le petit monégasque, la formation, et il enchaîne sur une réponse concrète. Là, on est sérieux, Jean-Michel Larquet nous explique la différence. Demi-volée. Voler indirect, c'est le grand classique de Jean-Michel. Oui, tu le prends au moment où quasiment il vient de toucher le sol à l'impact et tu fais un drop. D'accord ? Voilà. Et une reprise de volée indirecte, c'est un ballon qui rebondit et après le rebond, alors tu le prends à la hauteur où tu peux le reprendre, un peu haut ou un peu moins haut, mais tu ne prends pas le ballon lorsqu'il vient de toucher le sol. Voilà, c'est du Jean-Michel Larquet, c'est classique, sérieux. Eric est sérieux, il écoute Jean-Mi. Eric fait un peu d'humour sur le même thème, mais franchement ça va, Eric, il se tient. Moi je pourrais t'expliquer le demi-tacle ou le tacle direct si tu veux. Si vous avez un peu plus de tacle. Le demi-tacle c'est avec une jambe, et le tacle complet c'est avec les deux. Voilà, les deux pieds bien en avant, tu vois, quand le mec est de dos, t'as qu'à faire. C'est ça. Mais là ça va, tu vois, tu sens qu'il veut déraper. Moi j'ai Julien Cazard qui m'envoie une question, donc savoir Jean-Michel la différence entre une molle et une demi-molle. On salue Julien Cazard qui est parti. Moi ça lui fait l'après-midi là-haut avec Coluche. Bien sûr. Ça lui fait l'après-midi, Eric, il est mort de rire tout seul en studio, voilà. Je crois que la commission de discipline va être changée. Donc du coup, Gilbert, il y a Jean-Louis Tour qui est un bon pro quand même, qui réoriente le débat sur du foot, sur les vrais demi-volées, ça donne ça. Par exemple, la reprise de Christophe Dugarry en finale de la Coupe du Monde 98. Capitaine. C'est quoi? Elle a fait une volée indirect. Ça, c'est une demi-merde. Ça, c'est une demi-merde. Voilà. C'était Eric Dimeco et sa double personnalité. Eric, tu t'arrangeras avec Gilbert, s'il vous plaît. Quand tu es cocu, j'ai toujours réfléchi, est-ce que tu es cocu par ta femme ou par le mec qui va avec ta femme? Oui. C'est Courbis voyant, beaucoup plus fort que Philippe Albert, le Belge. Roland Courbis sur RMC. Deuxième but pour le Japon qui mène 2-0, 52e minute, coach. C'est totalement inattendu. Eh ben, tu vois, je vais te surprendre, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, ça aurait pu passer inaperçu cette phrase, mais Gilbert, tu connais bien ton coach, tu le relances direct. Alors Roland, tu dis que c'est pas fini, mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, tout simplement parce que, premièrement, il y a des possibilités de revenir à 2-1. Ça serait pas non plus... un scandale, oui. Voilà. Et après, à 2-1, tout peut se passer. Alors, je te dis pas qu'ils vont gagner 3-2 après 90 minutes. Tu le dis pas, mais t'es pas loin de le dire, mon coach. Comme prévu, la Belgique 2-1, 2-2, temps additionnel, corner pour les Japonais, prise de balle de Courtois. Coach? De la gauche vers la droite, et c'est capté. Cette fois-ci, voilà le contre. Thibaut Courtois. Et voilà le contre. Il faut aller plus loin, coach, parce que t'es voyant quand même. La conversion. Le contre à venir pour la Belgique avec Kevin De Bruyne. Il est lancé, il va à grandes enjambées comme City avec le décalage. À droite, et voilà le but. 20 secondes avant le but, dénouement, temps réel. Il
est lancé, il y va à grande enjambée comme un City avec le décalage pour Thomas Meunier. Il y a 3 joueurs belges en surface, il laisse passer pour Chadli. Et le but. Qu'est-ce que vous voulez jamais me croire? On en a parlé de Diable Rouge. Vous voulez jamais me croire. À la récupération, il a décalé Thomas Meunier. Quel match, Lionel, quel match. Ah, bravo coach. Ouais, bravo la Belgique. Bravo coach qui a annoncé le but, c'est la victoire des Belges à 2-0. Je sais pas, mais en tout cas il a tout vu son rire. Merci Adrien, c'est fini pour ce soir. Le journal moyen que vous retrouvez en podcast tous les jours bien sûr. Jérôme, Daniel, on se retrouve demain. RMC, l'after Russie 2018.